je fais hyper attention à ça. Moi aussi et mon entourage, je veux pas être trop dans le confort, parce que le confort, ça ramollit. Ça rend vraiment feignant, ça fait perdre un peu, je trouve, la notion de la réalité. Je pense qu'il faut revenir un peu à ça. Enfin, franchement, tu vois, avec nos enfants, en fait, hein. Ils sont trop gâtés, les petits. C'est pas possible. Ils ont trop de choses, tu vois. À Noël, avec 15 cadeaux, ça rime à quoi, en fait, tu vois. Salut Anthony. Salut. T'es docteur en psychologie, tu travailles dans la préparation mentale d'athlètes de haut niveau. Tu aides aussi des leaders. Tu vas nous raconter un petit peu comment. Tu as écrit plusieurs livres. Et là, justement, tu me confiais que tu revenais justement d'une formation auprès de cadres dirigeants et que c'était un petit peu le feu. Que tu as une vie peut-être un petit peu tourbillonnante, du mal à te poser. Quelles ressources est-ce que tu utilises? Quels outils, quelle routine est-ce que tu as mis en place justement pour gérer cette espèce de tornade qui est ta vie ces 3 derniers jours pour être dans les meilleures dispositions pour enregistrer avec moi maintenant? Moi, je suis un fan de méditation. Je pense que c'est un peu ma technique pour laquelle on me reconnaît assez facilement. Méditation, je compte mes respirations tout le temps. Ça se voit pas, mais je suis tout le temps en train de compter mes respirations. Tu vois, une petite méditation, sophro. Je fais attention à ce que je mange. J'écoute de la musique beaucoup. J'évite les bruits. J'ai un gros casque, tu sais, un casque de son là, pour écouter la musique et ne pas être dérangé par les bruits autour. Enfin, j'ai plein d'astuces pour être à la fois dans ma bulle et à la fois être actif, dynamique et être en lien avec le monde réel. C'est fou ça, cette notion au silence, parce qu'en réalité, si tu regardes un petit peu autour de toi, c'est très très rare. En fait, aujourd'hui, c'est devenu presque un luxe de pouvoir expérimenter le silence. Exactement, mais c'est un problème, hein. Moi, je vais à la campagne, tu vois, j'ai fait le choix de partir à la campagne exprès. Et là, dans 3 semaines, je pars 12 jours en Finlande marcher avec des raquettes, avec des gars. Tu vois, on va être dans la nature tout seul. Il y aura, je pense, pas un bruit. Et j'ai juste hâte d'avoir ce silence dans les oreilles. J'ai hâte. Vraiment. Ce silence, et puis en même temps, parfois, les bruits des feuilles, des oiseaux, de l'eau qui coule. C'est marrant, parce qu'en réalité, c'est notre biotope, puisqu'on reste des animaux, même si on s'est plutôt civilisé avec le temps. Je pense que ça fait le même effet à tout le monde, tu vois. Quand tu es en nature, outre l'aspect visuel, etc., rien que le fait d'entendre ces sons-là a un effet apaisant, comme si ça ralentissait le temps. Comment est-ce que ça s'explique, ça ? C'est l'instant présent, c'est le principe de base, tu sais, en méditation, c'est la connexion à l'instant présent. L'instant présent vient par le souffle quand tu médites, mais vient aussi par les éléments naturels. Le vent, l'eau, le bruit des vagues à la mer, c'est toujours son effet au niveau relaxation. Le feu de cheminée, tout ça, c'est les éléments, la simplicité en fait des choses, et c'est l'instant présent. Il y a des gens qui n'aiment pas vivre à la campagne et qui ne peuvent vivre qu'en ville. Bon, je ne sais pas comment ils font. Mais je pense que naturellement, on est quand même assez attiré, tu vois, comme une attraction logique par la nature. Hein. On vient de là, quand même. Tu parles de ce circuit de Here and Now, ici et maintenant. Et pourtant, tu bosses avec des gens, des leaders, des athlètes de haut niveau, etc., qui, à mon avis, ont des voies dopaminergiques hyper développées. Si on oppose un peu les deux systèmes, on peut dire que les voies dopaminergiques, c'est un petit peu l'extéroception, le fait de poursuivre des objectifs, de se mettre en action et en mouvement pour obtenir quelque chose. Donc, en gros, de voir un sommet tout au loin et de se dire, tiens, je vais essayer de l'atteindre. Et puis, le système ici et maintenant, c'est plutôt celui qui est lié à l'interoception, à la contemplation, au fait d'être satisfait de ce qu'on a et d'apprécier justement ce chemin. Est-ce que tu constates justement chez ces gens qui sont un petit peu passionnés par le fait de réussir des choses, que ce système ici et maintenant, il est un peu atrophié? Oui, c'est une question presque politique que tu poses. De savoir comment on réagit aux sollicitations de l'extérieur, notamment des patrons, des cadres, etc., des managers, qui nous demandent tout le temps d'avoir des coups d'avance. Là, j'étais avec des gens qui ont un planning qui est fait 1 an à l'avance. Donc, ils savent, tu vois, dans 1 an où ils seront, telle date. Bon, pour moi, c'est fascinant. Et ils en ont besoin parce qu'en fait, leur travail, l'entreprise, c'est de l'anticipation. Donc, il faut vraiment avoir une vision des choses assez claire. Et en même temps, je leur disais, mais jusqu'où ton cerveau, il peut anticiper comme ça? Et tu vois, être dans l'espèce de besoin de prise de contrôle de l'avenir, en fait. Donc, c'est un jeu constant entre être dans le bien-être, donc être dans le maintenant, et être dans le productif, être dans un peu le futur. Le passé, moins, mais... ces profils-là sont en effet beaucoup dans le futur et le présent. Tu vois, tu me dis, oui, ils sont obligés parce que ils ont des grosses boîtes, etc. Donc, ils doivent avoir une vision claire à long terme. Moi, j'ai une vision différente de l'entrepreneuriat qui est de dire que, tu vois, si tu regardes un petit peu,
l'être humain, on est quand même un trésor d'ingénierie. Et même si tu prends une fourmi, quand tu réfléchis au nombre de réactions biochimiques qu'il faut pour qu'elle bouge ses petites mandibules, ses petites pattes, etc., mais c'est incroyable. On est à des années-lumière de réussir à faire des exploits technologiques aussi complexes qu'une simple fourmi. Et donc, on pourrait se dire, ouais, mais quelle intelligence à la nature de pouvoir faire des choses aussi incroyables. Et en réalité, c'est simplement une intelligence empirique, par essai-erreur, par multiplicité de plein de variantes. Et lorsqu'elle apporte des avantages sélectifs, eh bien, elle est conservée. C'est le principe de l'évolution. Même notre système immunitaire, d'ailleurs, il fonctionne comme ça. Concrètement, nos cellules immunitaires arborent des motifs sur leur membrane qui ont des formes aléatoires. Et puis, lorsque elle rencontre un pathogène qui a le même motif, on va dire, pour simplifier, ça fait une synapse immunologique et puis potentiellement, ça nous rend capable de faire face à ce virus. Et dans la construction du cerveau, qui est quand même ton domaine, j'avais lu une étude un chiffre en tout cas, qui disait que on avait sur les 3 premières années à peu près 40 000 synapses qui se faisaient par seconde. Mais en fait, ça part dans tous les sens. Et puis après, c'est élagué. On garde celles qui sont utilisées, celles qui sont exploitées, puis les autres, elles sont supprimées. Et dans tous ces exemples-là, c'est simplement pour arriver à la conclusion que la nature, elle essaie pas de prévoir l'avenir. Elle préfère justement explorer plein de chemins. Et les chemins qui fonctionnent et qui sont fitness avec l'environnement, donc fitness, ça veut dire les mieux adaptés possibles à un contexte donné, vont être sélectionnés. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat, c'est bien d'avoir une vision à long terme, à très long terme de ce que tu veux faire, parce que c'est ça qui t'emporte et qui donne du sens à tes pas. Et derrière, avoir des petits objectifs à court terme, à très court terme, parce que c'est le pas que tu vas faire demain. Mais entre les deux, peut-être pas trop prévoir justement, pour laisser la place à ce processus empirique, à cet essai-erreur, et pas te fermer dans une espèce de carcan qui va être le résultat de ta prévision. Mais en fait, ta prévision, elle est forcément faussée. Le cerveau, il adore prévoir, mais l'environnement est chaotique et sauvage par essence. Donc, il peut pas prévoir tout ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce que tu penses justement de cette vision entre rationalité et stratégie vs empirisme, intuition et puis confrontation au réel et à l'environnement sauvage? Sauvage, l'entreprise est sauvage, tu vois, le monde est sauvage. Et en fait, je pense que ces questions-là, tout le monde se les pose, toi, au moins toi, intuitivement, ou on sait un peu de façon, pour le coup, empirique. Mais d'autres se la posent moins que nous. Vont plus vite, font plus de choses, produisent pour moins cher. Et la concurrence, le marché fait que voilà, certains n'ont pas trop le temps de prendre le temps, concrètement. Ils préfèrent avoir des coups d'avance, aller vite et produire vite. Tu vois. Donc c'est une question, après, je dis presque politique, hein, c'est une question pas que managériale, c'est une question d'économie de marché et de politique. Là, les boîtes pour qui je travaille, on parle beaucoup de ça ensemble. Leur vision est un peu différente. Ils ont une vision de travailler 4-5 ans à fond, tu vois, vraiment à fond les ballons, d'anticiper vraiment tout, d'avoir un process vraiment très en place et d'y mettre beaucoup d'énergie. Et après, ça retombe, tu vois. Il y a une phase de creux où ils laissent revenir un peu quasiment l'homéostasie du truc et ça redescend. Mais je pense que le marché est tellement rude qu'ils ne peuvent pas être dans une temporalité comme ça aussi floue et se laisser le luxe de, entre guillemets, apprendre par essai-erreur ou d'y aller à tâtons. Je crois. Mais après, je ne suis pas économiste et il faudrait leur demander, quoi. Puis bon, j'imagine aussi que, tu sais, il y a ce fameux chiffre, on dit qu'on est capable de maintenir 150 relations sociales de qualité et puis pas plus. Et donc, il y a peut-être un seuil à partir duquel, justement, une entreprise, elle est obligée de rajouter beaucoup de process, de management, etc., de hiérarchie pour rester organisée malgré le fait qu'elle ait 3000 ou 4000 salariés pour les coordonner. Exactement. Et ça crée naturellement une inertie qui va à l'encontre de l'agilité, quoi. Exactement. Les boîtes pour qui je travaille, c'est ça, hein, c'est des grosses boîtes, là, chez qui j'étais là. Énormes. Moi, j'y vais, je me dis, mais ces bureaux sont interminables. Il y a des gens partout, ça court partout. Ils ont des process partout, ils ont des antennes partout. Et c'est plus qu'une boîte, quasiment. C'est une mini, tu vois, société, c'est un mini-monde, en fait. C'est un mini-truc, quoi. Donc, ces boîtes-là, de cette dimension-là, à cette échelle-là, je pense qu'elles n'ont pas le choix que d'aller vite et d'avoir beaucoup de process qui, moi, m'épuisent, perso, mais qui, pour eux, est nécessaire. Et d'anticiper beaucoup les choses. Et comment est-ce que tu arrives à dire à quelqu'un comme ça qui a un planning prévu 1 an à l'avance, tiens, ça serait peut-être sympa que tu fasses et que tu intègres 1 heure de méditation tous les matins au petit-déj? Alors, j'ai pas 1 heure, sinon là, je le perds. Je dis 10 minutes, c'est déjà pas mal. Non, en fait, il le comprend parce que
Déjà, il y a des âges où je pense où tu es plus à même d'entendre ça que d'autres. Les jeunes sont pas trop dans ce trip-là. Je sais pas quel âge tu as, mais tu vois, 33. 33. Je vais dire en dessous de 30, tu vois, c'est pas trop la dynamique. Au-dessus, ça commence un peu à se poser comme question. Dès que tu as des gosses, ça change un peu tout le schmilblick, tu vois, et tu remets en question toutes tes priorités. Et quand tu passes la quarantaine, je pense que tu es quand même dans une dimension de ta vie. Tu te dis, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait plein de trucs, je suis content. Mais voilà, est-ce que le travail, c'est ma priorité? Est-ce que le travail doit prendre le pas sur tout le reste? Si tu as un très bon salaire, que tu as un poste génial et que tu as une liberté de dingue au travail, pourquoi pas? Mais dans 90% des cas, c'est pas ça. Donc, ces profils-là de managers, de leaders, tu vois, qui ont passé la quarantaine, sont plus à même de se poser des questions sur leur bien-être global et de remettre en question un petit peu les priorités, tu vois, et qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui restera éventuellement, et est-ce que ma santé n'est pas finalement le plus fondamental du truc. Ouais, mais ils peuvent avoir conscience que leur santé est hyper importante et puis peut-être qu'ils ont tendance à être trop stressés, etc. Mais pourquoi la méditation, tu vois? Pourquoi est-ce que... quelle est la raison pour laquelle tu trouves que c'est l'outil le plus intéressant dans ta pyramide et Ouais. qu'est-ce que tu leur dis pour les convaincre? Le plus intéressant, je dirais pas ça, mais en fait, c'est l'outil que j'ai trouvé en tous les cas, enfin, qu'on connaît depuis 2000 ans, qui est le plus efficace pour ramener les gens dans une sorte de routine, tu vois, d'attention du quotidien posée sur l'instant présent, de se caler sur l'instant présent. Et ça permet aussi d'avoir enfin, comment dirais-je? Tu sais, dans mon travail en préparation mentale, tu as en gros deux types de préparateurs mentaux. Ceux qui sont vraiment axés très solutions, tu vois, et changements très rapides et dans l'efficacité. Et ceux qui sont plutôt comme moi, en mode un peu samouraï, on met un plan d'entraînement en place et en fait, on vise un temps qui est beaucoup plus long. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment la mise en place de routines dans le quotidien, la mise en place de process qui font que tous les jours, tu es un peu à l'entraînement, tu changes des choses et tu as une visée, t'as une visée qui est beaucoup plus longue des choses, qui est aussi beaucoup plus, je trouve, pérenne et ça casse un peu justement ce qu'on disait juste avant, la dynamique de productivité. Voilà, parce que dans mon travail, un des problèmes, c'est le résultat. Les sportifs, en l'occurrence, veulent du résultat. Je suis là pour les aider à faire ça. Mais s'ils ne pensent que résultat, ils sont cuits. Et parce qu'ils stressent trop et surtout, ils ne sont pas épanouis fondamentalement. Donc mon approche, tu vois, elle est un peu plus philosophique, elle est un peu plus structurée, je trouve. J'essaie vraiment d'avoir une visée sur l'entraînement pour moi, plutôt que le résultat. Et la raison pour laquelle un athlète de haut niveau va avoir un préparateur mental, tu dirais que c'est principalement ça, c'est-à-dire réduire toute la polarisation qu'ils mettent sur le fait de réussir ou d'échouer, et donc par conséquent le stress qu'ils vont se mettre le jour de la compétition et qui peut nuire à leur performance? Alors je t'aurais dit oui il y a quelques temps, et en fait là je vois qu'il y a quand même des choses qui changent. Les jeunes entre 10, 12 ans et 20, 25 ans sont vraiment pris au piège du résultat et veulent réussir pour avoir des thunes, nourrir les parents, les grands-parents, etc., être fiers ou leur Maserati, tu vois, vraiment dans cette démarche-là. Mais ils sont pris au piège de la motivation qui n'a accès que sur le résultat. Ça, c'est un problème. Parce que c'est forcément stressant, on ne le maîtrise pas, donc c'est compliqué. Là, je bosse avec beaucoup de footballeurs en ce moment. Je vois que leur motivation, leurs attentes sont un peu différentes. Parce que ce sont des machines de guerre à gérer le stress, vraiment. Les footballeurs sont dans des mondes ultra concurrentiels depuis qu'ils ont 10-12 ans. C'est la guerre quasiment, toi, tous les jours à l'entraînement et au centre de formation. Et donc, ils sont devenus hyper résistants au stress. Donc, normalement, c'est le stress qui est la demande numéro 1. Dans le foot, c'est pas le cas. Et après, j'ai une autre type de population de sportifs qui est plus âgée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... souvent après 25 ans, 30 ans, parce qu'ils sont quand même très précoces comparé à un mec comme un non-sportif, leurs questionnements sont plus dans la connaissance de soi et des fois presque mystiques. Donc les routines, tout ça machin, ça les intéresse, mais en fait, ils ont déjà un peu mis en place des trucs. Par contre, ce qui les intéresse vraiment, c'est le sens qu'il y a dans ce que je fais, le sens dans le fait de jouer au foot. Ça sert à quoi fondamentalement, jouer au foot? Vaste question. Et j'ai besoin de plus que juste des grands matchs, des grandes victoires, mettre des buts et machin. Donc il faut un peu plus de mystique, quasi de philosophique ou un truc vraiment, tu vois, spirituel en fait. Voilà. Donc à différents âges de la carrière, les motivations changent et les attentes qu'ils ont envers nous aussi changent.
C'est amusant parce que je te disais 33 ans, j'ai 2 enfants, 2 filles, une de 4 ans, une de 1 an. Je constate à quel point au début c'est vraiment des éponges qu'elles absorbent absolument tout ce qu'elles observent autour d'elles, beaucoup plus que ce que je leur dis. C'est la façon dont moi je me comporte qui va induire leur caractère, leur comportement et leurs valeurs, entre guillemets. Et puis après, j'imagine que plus tu grandis, eh bien plus ces modèles vont être les amis, les parents des amis, les professeurs, etc. Puis tu arrives à 18 ans, et puis là, tu es un petit peu un mélange de tous ces masques que tu as acquis dans ton enfance, et puis tu vas jouer un petit peu avec chacun d'eux. Donc là, généralement, tu as beaucoup de relations différentes, mais peu profondes. C'est un peu cette effervescence à la fois d'expérience et de relations sociales. Puis vers 30 ans, en tout cas, si je prends mon exemple, beaucoup moins de relations, mais beaucoup plus profondes, parce que entre-temps, je sais beaucoup mieux qui je suis, et puis aussi peut-être une redéfinition de mon travail, la façon dont j'ai envie de dédier mon temps et mon énergie, parce que cette quête de sens qui arrive. Moi, en tout cas, c'est un petit peu la façon dont je lis ce parcours, et ça fait écho à ce que tu dis et ce que tu sembles observer chez les footballeurs. Exactement. Et alors, comment tu les accompagnes dans cette quête de sens ? J'essaye de vraiment les aider à comprendre un peu qui ils sont, comment ils fonctionnent, toi, cérébralement, psychologiquement, au sens large. Donc j'ai plein d'outils pour ça. On fait des tests, on fait des questionnaires. J'amène aussi des modèles théoriques scientifiques ou pas d'ailleurs. Donc j'amène beaucoup de sens. Je rentre pas dans les questions religieuses parce que je suis pas religieux et qu'en plus beaucoup sont déjà religieux pratiquants. Donc ils ont déjà un socle qui est en place. Moi vraiment là où j'appuie beaucoup c'est sur le côté connaissance de soi. Via tous nos outils, pour le coup, plus de psychologue que de préparateur mental. J'amène vraiment, tu vois, du sens dans la personnalité, du sens ou du moins des explications dans le pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, en retraçant un peu toi, les gènes aussi des joueurs, des sportifs, des parents, etc., des frères, des sœurs. J'ai aussi une approche qui est très, pour moi, culturelle. Parce que, tu vois, dans le foot, dans le rugby, je bosse avec des Fidjiens, des Samoans, des Australiens, des Anglais, des fois des Japonais. Des Français, des Français issus de différentes migrations, des Africains, beaucoup, etc. Et si tu veux, je me rends compte que la culture, quand même, tu vois, ça impacte énormément comment tu réfléchis, comment tu fonctionnes, comment tu vois le monde. Et du coup, j'essaie d'amener un peu ça aussi, tu vois, d'amener des explications sans être moi issu de ces différentes cultures. J'amène un peu de sens. Je dis, voilà, ben, tu penses ça parce que si, etc., etc. Lui, il ferait différemment. Et ça pour eux, c'est assez percutant. J'ai fait la petite rétrospective jusque 30 ans. Donc 30 ans, c'est la quête de sens. Et après, c'est quoi les prochaines étapes à 40, 50, 60 ? Alors, t'es un peu en avance. Hein. Normalement, c'est la quête de sens, je crois que c'est après 40 ans. Vraiment. Mais les footeux, demain, ils sont en avance parce que si tu veux, ils ont tellement été précoces depuis longtemps qu'ils se posent des questions que nous, on ne se pose pas. Tu vois, les footballeurs pros, à 18 ans, ils sont déjà millionnaires, en fait. Donc, si tu veux, ils ont un train de vie, ils ont un quotidien qui est celui qu'on a à 35 ans, ou à 40 ans. Donc, si tu veux, on est en décalage par rapport à eux. On les trouve des fois un peu immatures. En fait, ils sont très matures sur le plan développemental. Ils ont une vie, ils ont 10 ans, 20 ans d'avance sur le monsieur blanc de tout le monde. Donc, ils se posent ces questions avant. Et en plus de ça, ce qui se passe pour eux, c'est que comme ils ont commencé très tôt, tu vois, qu'ils ont joué au foot depuis qu'ils ont 10 ans, qu'ils sont passés pro à 18 ans, ils ne font que ça. Et la répétition de ne faire que ça fait qu'à un moment donné, tu trouves plus le sens de ce que tu fais. Tu vois. Tu te dis, mais c'est du foot. Vraiment, ça sert à quoi ? Donc, il faut aller chercher des réponses à côté. Donc, à 25 ans, dans le foot, ils se posent ces questions-là. D'ailleurs, tu le vois dans la carrière des joueurs, en fait. À 25 ans, il y a un cap. Tu vois, ils changent de club, ils jouent différemment, ils sont investis différemment et ils commencent aussi un peu à penser à la suite, donc à faire des gros transferts et à faire des contrats sympas. Et le côté victoire devient un peu, tu vois, souvent secondaire. Donc, c'est 25 ans chez eux. Pour nous, c'est 35-40 ans. Et après... c'est une quête qui est peut-être plutôt, je pense, mystique ou religieuse, tu vois. Mais à 45, 50 ans, 60 ans, t'as le temps encore. Et est-ce que tu penses que le fait de trouver un sens beaucoup plus profond à ce qu'ils font, certes, à mon avis, les épanouit beaucoup plus à titre personnel, mais quel impact ça a, à ton avis, sur leur performance ? Je prends un exemple, par exemple, McGregor dans l'UFC. On a beaucoup dit que quand il était mort de faim, parce qu'il avait besoin de ça pour survivre, il était au top, et puis que maintenant qu'en fait il se bat juste pour le plaisir, il a plus la même rage et donc il sera jamais aussi bon. Tout à fait. Ouais, t'es d'accord avec ça ? Ouais, la colère, l'émotion pure de colère est une émotion qui amène beaucoup de
de choses en termes de motivation et de détermination. Donc, j'ai travaillé beaucoup là-dessus avec eux et dans les livres que j'ai écrits, là que je termine d'écrire. Si tu regardes le parcours des très grands champions, ils ont dans leur parcours des éléments qui ont déclenché une sorte de colère très intense et qui leur a permis de nourrir, tu vois, un projet. Donc, ça peut être le manque d'argent, du coup, là, toi, la pauvreté, etc., la misère un peu sociale et vraiment le manque d'argent en général. Ça peut être le fait d'avoir été violenté petit, tu vois, des agressions physiques, sexuelles. Il y a beaucoup ça. Ça peut être le fait d'avoir été discriminé parce que trop grand, trop petit, trop rouquin, je sais pas quoi, toi ce que tu veux. Et ça déclenche quelque chose que tu vas retrouver beaucoup vraiment dans le monde du sport, de l'art aussi. Celle qui en parle très bien, c'est Nina Simone, la pianiste, chanteuse, qui dit qu'elle a toujours rêvé d'être en fait pianiste classique et qu'on lui a refusé parce qu'elle était noire. Et du coup, elle a créé autre chose, tu vois. Mais en fait, toute sa carrière s'est faite par rapport à ça. Cette espèce de sentiment de rage, tu vois, de colère intense. Face au racisme et la colère est très présente. Après, elle est problématique pour nous en psycho parce que la colère est quand même très... Ça vide, tu vois, l'énergie quand même. Ça vide, ça accapare celle des autres et ça permet difficilement d'avoir des rapports humains aussi stables et tranquilles, quoi. Donc c'est un moteur pour réussir, mais c'est pas un moteur pour être heureux. Ouais, parce que nous, tu vois, on voit ça d'un point de vue extérieur et puis on voit seulement la réussite. Et donc là, tu pourrais dire, en fait, c'est une forme de stress post-traumatique, de croissance post-traumatique suite. Enfin, ils ont réussi à magnifier entre guillemets leur traumatisme pour en faire un moteur de leur performance et de leur réussite. Mais quelque part, ça les consume quand même, quoi. Tout à fait. Mais c'est même une théorie qu'on trouve dans pas mal de films, de films et de romans. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les héros sont construits sur la violence, sur tu vois, la colère, en fait. Et du coup, certains vont accentuer ça. Et même toi, en préparation mentale, je peux te raconter, fut un temps, on utilisait beaucoup ça pour rendre les gars performants. Donc on leur faisait de l'imagerie mentale, tu vois, de colère, on remettait en scène, tu vois, en mémoire des scènes traumatiques pour eux, on allait titiller un peu, toi, leur agressivité, on utilisait des images de l'adversaire, etc. Tu vois, on allait chercher ça, en fait, on le crée. Bon, ça marche, hein, très bien. Mais par contre, ça marche et après, ça a créé du dégât. Donc, faut faire attention avec ça. Mais la colère, oui, c'est une émotion qui est assez paradoxale parce qu'elle est à la fois très performative, à la fois très déconstructive, je sais pas si on dit comme ça, en tout cas très déséquilibrante. Je m'interroge sur un parallèle qu'on pourrait faire avec l'entrepreneuriat. Moi, et je connais d'autres entrepreneurs qui ont été comme moi et qui ont expérimenté deux types d'entrepreneuriat. La version intense où tu travailles 80 heures par semaine, tu fais que ça, et puis ton hygiène de vie à côté est déplorable. Et quelque part, si on laisse de côté l'épanouissement personnel, et peut être performative, mais te brûle les ailes complètement. Et puis une autre version qui est peut-être un entrepreneuriat plus apaisé, qui repose sur plusieurs piliers. Certes, développer ta boîte, mais aussi peut-être des temps de qualité avec ce que t'aimes, des défis sportifs qui te stimulent, voilà, peut-être des moments de méditation, une certaine emphase basée sur la qualité de ton alimentation, de ton sommeil. Et donc, quelque part, sur cette deuxième option, naturellement, tu vas travailler beaucoup moins. Mais d'un autre côté, quand tu travailles, tu es peut-être plus concentré, avec une meilleure gestion de tes émotions, un esprit plus clair. Je pense qu'un chef d'entreprise, l'une de ses responsabilités, c'est de prendre les meilleures décisions possibles à un moment donné, même si on ne peut pas préhender du résultat obtenu, puisque, comme on l'a dit précédemment, l'environnement est sauvage. Et donc, j'ai l'impression que tu es dans de meilleures dispositions pour prendre de meilleures décisions. Et pour autant, si tu regardes les grandes réussites de ce monde, Elon Musk, par exemple, qui est bien à la mode aujourd'hui, il renvoie plutôt l'image du premier modèle. Tout à fait. Selon toi, est-ce que le deuxième est voué à créer des petites boîtes ou est-ce que les deux peuvent réussir? Alors ça, si j'ai la réponse, je peux te dire que je serais content. Mais je ne l'ai pas. Là, je te parle quand même du coup entrepreneur et préparateur mental psychologue. Quand je bosse tout seul, tu vois, pour ma propre boîte où je suis tout seul en fait, tu vois, en micro-entreprise ou en EI, je peux travailler énormément, c'est pas un problème. Parce que je suis tout seul, tu vois, et je me gère, je me contrôle, etc. Je sais dont j'ai besoin, c'est facile. Dès que je passe sur mon autre boîte où là j'ai des salariés et du monde qui m'entoure, c'est plus compliqué. Parce que les gens ne me suivent pas déjà. Mon rythme n'est pas le leur et leur imposer ne peut aller que dans le mur. Première chose. Ensuite de ça, comme moi, je suis quand même très axé, tu vois, quand même solution, résultat, tu vois, avancé. En fait, ça va souvent aussi au détriment de l'humain, qui lui a besoin d'écoute, d'être dans l'empathie, tout ça, de faire attention à lui. Et du coup, toi, tu as un conflit entre
entre le fait d'être plutôt un manager humain ou toi un dirigeant, on va dire, à l'écoute de ses collaborateurs, ou un mec qui fonce parce qu'il a de la vision, il sait comment il faut y aller et on y va. Et en fait, ça se confie-là tout le temps. Toutes les structures performatives que je vois, que ce soit dans la cuisine, dans l'artisanat, dans l'art, etc., c'est un conflit qui est perpétuel, vraiment. Entre le fait de faire des choses belles, performatives, qui rapportent de l'argent ou je ne sais quoi, et le fait de faire attention aux gens qui composent le truc. C'est un jeu vraiment non-stop. Et je pense que ça ne peut marcher sur une taille, tu vois, moyenne, que si tu sais t'entourer toi et que tu as des collabs directs qui font le relais entre les deux, tu vois. Donc, tu as un cuisinier ou tu vois un chef de cuisine, un sous-chef, etc. Tu as une hiérarchie qui fait que ça se met en place. Mais pour ça, il faut des thunes, il faut les payer, etc. C'est tout une harmonie à trouver, en fait. Donc, il y a le problème de l'humain et de la performance qui, pour moi, sont dichotomiques ou sont pas toujours compatibles. Et dans le sport, c'est flagrant. Toi. Dans le sport de haut niveau, franchement, tu vois, je vis en entreprise et dans le sport de haut niveau. Si on parlait en entreprise comme on se parle dans le sport, mais on est tous virés. Hein. Tous. Parce que dans le sport de haut niveau, tu vois, t'as pas le temps, en fait. Tu mets pas les formes. Tu avances, tu sais ce que tu as à faire, tu mets en place tes trucs, tes machins. T'es pas bon, remplaçant. Voire tu fais banquette, tu vois. Enfin, vraiment, c'est aussitôt. Dans l'entreprise, non. Tu vois, on met les formes. Juste par rapport aux mails, tu vois, des fois, je m'amuse, tu vois, à lire les mails que mes gars envoient à leurs collaborateurs. Je dis, mais ces mails, c'est des romans, en fait, tu vois. On met les formes, tout est adouci, moi, je fais un mail, tu vois, c'est tac, 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 boum. Non. Donc, il y a ce problème-là de l'humain versus la performance. Et après, tu as le problème, en effet, pour moi aussi, de la rapidité, quoi, parce que... mais en ce moment, je m'interroge du coup par rapport à ça, parce que là, après les élections américaines, je me dis quand même... je trouve que plus ça avance, plus notre vision du monde se différencie des USA. Tu as 33 ans, moi j'en ai 40, tu vois, et j'ai grandi avec toute une culture américaine. Tu vois. Chez moi, gamin, on voyait tous les séries américaines, on a tous grandi avec le côté comme ça, building américain, les grandes maisons, les belles voitures, les grosses voitures, les gros frigos. Enfin, vraiment, j'ai une culture qui, de mon enfance, est américaine, par le mainstream, tu vois, de la télévision et tout ça. Et je me dis, mais ça, aujourd'hui, c'est fini, en fait. Tu vois, le rêve américain, je crois, n'est plus. Et si le rêve américain, c'est Musk, en effet, là, moi, je suis plus dans le game, quoi. Franchement, tu vois, c'est fini, en fait. Donc, je pense qu'il faut qu'on repense un système quasi économique européen différent, parce que psychologiquement, on est trop différents des Américains et de ce monde-là. Ils vont plus vite que nous. Ils sont beaucoup plus rudes, cruels que nous. Ils sont omnibulés par l'argent. Ils ont des ambitions, des modes de vie. C'est des gens qui ont des vies affectives très pauvres quand même. Ils n'ont pas beaucoup d'amis, c'est pas ce qui les intéresse. Tu sais, ils viennent en France, ils disent à la française. Tu vois, ils vivent. Pour eux, c'est un autre monde. Donc, je pense qu'en entreprise, il faut trouver un nouveau modèle. Je connais pas encore assez de boîtes pour te dire lequel, mais je sais qu'en tous les cas, je pense pas que ce soit le modèle américain en ce moment que nous vend Tesla et tout ça. Là, je suis quasiment sûr que non. Bah après, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution des statuts sociaux, tu vois. Avant, ce que tu cherchais en tant qu'homme, c'était une villa avec une belle voiture, etc., coupé cabriolet, machin. Tandis qu'aujourd'hui, c'est plutôt faire un Ironman, passer du temps de qualité avec tes enfants, être fitness et puis avoir du temps pour toi, quoi. Tout à fait. Donc potentiellement la société se réinvente aussi sous ce prisme. Et d'ailleurs, tu parlais de ces rapports sociaux entre les gens et de ce côté hiérarchique, de la façon dont on se parlait dans le sport vs en entreprise où il y a un vernis social beaucoup plus important. Qu'est-ce que tu penses justement de du développement de toutes ces boîtes d'entreprises libérées avec des hiérarchies très horizontales, beaucoup d'autonomie de chaque personne? Est-ce que tu penses que c'est des systèmes qui peuvent fonctionner? C'est des cycles, c'est comme tout en fait. Tu sais, on passe tous un cycle à l'autre. C'est des systèmes qui se testent, qui vont peut-être pas marcher, qui marcheront des fois. J'en sais rien. Je pense que ça dépend beaucoup de ce que tu vends et de ce que tu crées toi comme entreprise, comme valeur ajoutée dans l'entreprise. Et il y a des systèmes où c'est absolument impossible, d'autres où c'est possible. Après, c'est tellement impulsé par un leader, en fait, tu vois, charismatique, généralement, qu'on suit un peu le gars ou la fille, quoi. Donc, on va vers ça. Je pense que tout est possible, mais
La question, c'est vraiment la durabilité, quoi. Ça tient combien de temps? C'est là où je suis plus sceptique. Je sais pas, en fait. Une startup. Ou jusqu'à quelle taille, quoi. Ouais, voilà. Exactement. Quelle taille et quelle durabilité, ça je sais pas. Ça se réfléchit. Vraiment, tu vois, les gars avec qui je travaille, les gars-là, ils me fascinent. Ils sont depuis 30 ans dans la même boîte. Je me dis, moi, attends, en 2025, je ne croise pas beaucoup de gens dans mon entourage qui sont depuis 30 ans dans la même boîte. Mais cette boîte-là, elle a mis en place une telle culture d'entreprise, ils ont un tel confort, ils ont tellement de propositions que du coup, ils sont dedans, ils sont liés à ça. Et comme nos parents, tu vois, ou grands-parents, ils sont vraiment attachés à leur entreprise. Ça peut se créer, je pense. Tu vois, c'est une question d'économie de marché, de rentabilité, de plein de trucs. Ça dépend peut-être aussi du mode de gouvernance et de la participation. Tu vois, je pense que des entreprises qui partagent le capital avec leurs salariés, etc., te permettent quand même d'avoir un engagement beaucoup plus important parce que tu considères que c'est un petit peu la tienne et que tu contribues à un projet qui te dépasse. Outre l'aspect financier, parce qu'en réalité, ça, c'est juste virtuel, c'est de la monnaie de singe. Cet argent-là, tu le récupères que si la boîte, elle est vendue, etc. Mais en attendant, ça te donne quand même un sentiment d'appartenance à quelque chose qui, je pense, rend ton action quotidienne beaucoup plus dense. Exactement. Exactement, et je pense aussi que par rapport au sens, il faut que les gens aient le sentiment de faire un truc qui a du sens au quotidien. Si leur job n'est juste fait que de vendre, tu vois, des je sais pas quoi, ou de faire du marketing, tu vois, il n'y a pas vraiment de sens. Il faut qu'il y ait vraiment, tu vois, un peu plus dedans d'affectif et d'intello, tu vois. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de plus profond à mon sens. Sinon, ouais, ça tient pas à la distance, quoi. Ça tient pas. Et sur des grosses boîtes, c'est encore plus compliqué à trouver, je crois. Compliqué. Et tu vois, cette notion de sens, surtout dans le travail, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui voient le travail comme un effort, comme quelque chose de nécessaire qui permet de gagner un salaire et de rembourser le crédit de ta résidence principale et le LDD de ta voiture. Alors que là, ce que tu dis, et avec cette notion de sens, etc., c'est que le travail, ça devrait être un facteur d'épanouissement. Ça devrait. Ça devrait. Après, tu vois, c'est un propos un peu de privilégié. Hein. Moi, je suis une case en psycho, je travaille un peu comme j'entends, je suis plutôt bien payé, tu vois, je suis indépendant, je suis libre, ce qui pour moi est hyper important. Il y a des métiers où c'est pas le cas, et ça sera sûrement jamais le cas. Donc, est-ce qu'on va vers une société où il y aura que des métiers plaisir, peut-être, avec ChatGPT et tout ce tralala qui change un peu tout, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, ce que je vois aujourd'hui en ce moment, c'est que je parle de la France vraiment, tu vois, par rapport à d'autres pays où je peux des fois me promener. En France, on est bloqué sur ça, vraiment. Il y a des métiers qui sont trop privilégiés, qui gardent leur privilège. Il y en a qui sont trop vraiment dépréciés et qui sont vraiment difficiles. On est dans une situation, je trouve, de blocage politique là, et psychologique parce que chacun défend un peu tout à son précaré. Et il y en a qui ont des privilèges qui, pour moi, ne sont plus vraiment acceptables aujourd'hui. Et pour eux aussi, etc. Tu vois, on est dans un truc qui n'est pas équilibré, qui n'est pas, je trouve... équitable. Et bah, du coup, ça c'est long à bouger. C'est difficile. Tu as cité ChatGPT en tant que psychologue. Quelle est ta vision? C'est un enfer. Ouais. Ouais, c'est un enfer. Alors, je veux dire, en tant que psychologue, enfin, en tant que mec qui utilise des fois ça, c'est vraiment très rare. Je peux trouver ça intéressant. Tu vois, par exemple, je vais donner un cas, bon, un truc un peu compliqué, mais je trouve que des fois, tu fais appel à des conseils, des avocats, des machins, que tu payes une blinde, ouais, tu vois, tu fais ChatGPT, ta réponse, ça te coûte 0 €, ça te coûte 10 balles d'abonnement. Tu as dit, non mais les gars, maître machin, là, il y a un problème là, parce que... Donc ça, tu vois, par exemple, pour moi, c'est des jobs où c'est des trucs qui doivent être repensés parce que vraiment, il y a un souci. Après, je suis prof en école de commerce, donne quelques cours, et je t'avoue que je suis en lutte, ce que je ne pensais pas être un jour. Que tu vois, je suis quand même assez pédagogue, machin, tu vois, je m'adapte vachement au public et tout. Mais là, les étudiants que j'ai en cours, ils sont tellement programmés à ChatGPT que tu dois leur interdire, en fait, ChatGPT. Ils arrivent en cours, déjà, ils ont leur téléphone dans la main, ils ne le lâchent pas pendant 2 heures de cours. Et tu fais faire un exo, une mise en situation, ils font ChatGPT de suite. Ils ont développé une incapacité, tu vois, tout seul. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Et du coup, ils ont tous les mêmes réponses. Je dis, mais les gars, on fait de la créativité ensemble. Je vous demande de créer des valeurs, des machins, etc. Ah ouais, mais on a fait ça. Je dis, mais regardez, vous êtes 10 pareils. Quel est l'intérêt? Expliquez-moi, en fait. Ah ouais, machin. C'est bon. Donc,
ils vont à la simplicité. Donc pourquoi pas? Je trouve ça hyper intéressant ChatGPT parce que tu vois, pour la communication, ça te fait des phrases, des machins, des trucs en 2-2. Toi, tu mets 2 jours à écrire et puis lui, il te fait ça trop bien en un quart d'heure. C'est intéressant, même des fois, toi, ça amène un point de vue que tu n'avais pas, donc c'est hyper intéressant. Mais c'est quand même froid et ouais, je trouve que c'est rendre l'humain trop dépendant de la technologie. Et pour le moment, c'est interrogeant. Après, on verra comment ça sera vraiment utilisé, mais pour le moment, c'est interrogeant. Ouais, comme n'importe quel outil, de toute façon, ça dépend de la façon dont tu l'utilises. Clairement, moi, j'ai fait 2 levées de fonds sur 2 boîtes différentes. Une où la levée de fonds m'a coûté 40 000 € de frais d'avocat, puis la deuxième, ça m'a coûté 1 000 €, quoi. Donc, c'est quand même assez dingue à ce niveau-là. Donc, voilà. J'aimais bien ton exemple. Après, ça peut être un outil au service de ta créativité. Tu parlais de créativité tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup écrire par des newsletters ou des choses comme ça, ou un bouquin. Et parfois, j'ai des idées et donc je les écris. Et puis je lui dis, critique mon avis. Enfin, critique ce que j'ai écrit. Et ça m'intéresse, tu vois, d'avoir quelqu'un, parce que moi, j'arrive à m'auto-convaincre de ce que j'écris. Je suis convaincu, tu vois. Non, mais franchement, parfois, j'ai une idée sur un sujet. Et après avoir écrit ma newsletter, je suis encore plus convaincu de mon truc. Je me dis, c'est quand même, ouais, c'est pas mal, hein, tu vois. Et donc lui envoyer, parce que sinon, lui, il va toujours dans ton sens. Donc lui dire critique ça, c'est vraiment pas mal parce que potentiellement il va te sortir des contre-arguments et là tu vas dire ouais bon, allez on redescend d'un étage. Exactement. Je sais que je ne sais rien et je reste humble et dans une posture de recherche justement. Et d'ailleurs c'est peut-être l'un des principaux problèmes avec ChatGPT, c'est que ça te prive aussi outre le fait de t'empêcher de réfléchir et donc on sait que dans la nature tout ce que tu dis pas tu le perds donc potentiellement on perdra la capacité à réfléchir, mais ça te prive aussi de la sérendipité. Moi il y a plein de choses, d'idées etc que j'ai eues de façon complètement hasardeuse en cherchant autre chose. Exactement. Et donc si à chaque fois tu prends le raccourci, t'as plus ces petites incursions dans ton parcours qui peuvent changer ta perception et ta vision des choses. Puis ça a tendance aussi à te faire converger vers une vision moyenne, tu vois, qui est un petit peu la même pour tout le monde, donc à standardiser les choses. D'ailleurs, tu vois, la standardisation des choses, je te parlais avant qu'on démarre l'enregistrement du principe des intelligences multiples, etc. On a parlé un peu des tests de la personnalité, du fait de mieux se connaître. Moi, pendant tout un temps, j'avais l'impression que certains de mes caractères, de mes traits de caractère, le fait d'avoir une tendance à beaucoup réfléchir, hyperactif, à avoir besoin de beaucoup de stimulations différentes, etc., c'était un problème et que probablement je devrais faire plus de méditation pour m'apaiser. Et donc je me suis senti en décalage avec le monde, mais avec la croyance que je devais m'adapter à un modèle et à une vision moyenne. Et en fait, cette vision, c'est juste une voie du milieu qui est la somme de toutes les autres types de personnalités et qui n'est pas une personnalité qui existe vraiment. Et donc après, j'ai compris qu'en fait, c'était plutôt mon environnement que je devais modifier pour qu'il soit cohérent avec moi, plutôt que ma personnalité que je devais adapter à un environnement qui en réalité était juste une illusion. Et en complément de ça, tu vois, je me suis fait largement la remarque sur le côté la organisation et standardisation des choses. J'écrivais beaucoup sur LinkedIn. Ça m'insupporte, j'arrête. Alors, j'ai arrêté, c'est devenu c'est n'importe quoi en fait. Tout le monde a les mêmes tournures de phrases, les mêmes mises en place. C'est tellement chiant en fait, il y a plus rien. Tout le monde en fait se copie et ça devient n'importe quoi. Et Instagram, même chose, j'aimais beaucoup ça. Et je trouve que ça devient... En fait, Instagram a été, je pense, vraiment pris par tous les hyperactifs, tu sais, geeks là. Et du coup, ils publient vachement et c'est... ils font d'une contre-norme une norme de productivité, d'image, machin, et c'est trop en fait. Je trouve que ça manque de calme, ça manque de pause, ça manque de tranquillité, et ça manque surtout de différenciation et d'idées. Enfin, je trouve vraiment que ça devient chiant ces trucs-là. Vraiment, ça devait être des outils pour, tu vois, aller vers du mieux et communiquer différemment, mieux, etc. Et en fait, ça devient inintéressant. Ouais, je pense que c'est lié à la professionnalisation de ces réseaux, où tu as des gens qui l'utilisent comme un vecteur pour leur business, sans porter de jugement là-dessus. Hein. C'est très bien, chacun doit développer ses entreprises et ses projets. Mais à partir du moment où ça se professionnalise, si toi tu veux exister à côté de ça, t'es obligé de jouer avec les mêmes codes. T'es cuit, absolument. Et probablement d'ailleurs que le podcast, c'est un des derniers bastions du temps long où tu peux te permettre de parler comme ça à bâton rompu. Peut-être parce que il y a un facteur de découvrabilité qui est moins important, même si là on filme et qu'au final maintenant c'est sur YouTube, etc. D'ailleurs, tu vois, moi j'ai pris tard le virage de YouTube.
Initialement, j'étais juste un podcast audio que tu pouvais écouter dans ta voiture, pendant ton temps mort, quand tu es en train de marcher, etc. Et comme la découvrabilité, elle est pas très forte sur le podcast, tu peux dire un peu ce que tu veux. Et puis, voilà, de toute façon, c'est pas très important. Et maintenant, je publie les vidéos sur YouTube. Et donc, je me dis, tiens, il faut un hook au début pour essayer de capter l'audience, un titre qui donne envie de cliquer, une petite miniature, etc. Tu es obligé de jouer un peu au YouTube Game, sinon, il y a personne qui regarde. Donc, ouais, c'est compliqué. Et d'ailleurs, tu vois, il y a aussi cette notion, tu parlais de silence tout à l'heure. On est aussi dans cette crise de l'attention où, tu vois, le podcast, moi, j'adore ça. Mais je dois parfois me forcer à aller courir ou aller marcher sans rien mettre dans mes oreilles. Que ce soit un podcast ou un livre audio, d'ailleurs. Ouais, on a un problème d'ennui et on est surstimulé tout le temps, en fait, en ce moment. C'est non-stop. Non-stop. Donc, il faut réapprendre, je pense, l'ennui, réapprendre... moi, je suis vraiment très partisan. Depuis là, en ce moment, je pense que c'est mon âge, c'est pas ça. Je suis vraiment très partisan des journées sans téléphone et sans tout ça. Donc, j'ai un casque, mais des fois, je me le mets de côté parce qu'on est trop stimulé. C'est trop, c'est pas possible. C'est pas raisonnable et c'est pas bon, je crois, au sens large. Et est-ce que le fait justement d'être surstimulé nous augmente le seuil laminaire à partir duquel on se sent bien, tu vois, et nous pousse à être de plus en plus surstimulé? Tout à fait. Donc il y a un effet d'emballement en plus. D'emballement, et c'est sans limite. C'est comme quand tu fais de la course à pied, tu cours 2 bornes, puis 10, t'es content, et puis tu fais un semi, t'es encore plus content, puis tu fais un marathon, après tu fais un trail, ultra trail, sans fin. Tu vas comme ça dépasser tout le temps, ou du moins repousser tout le temps, tu as ton seuil de tolérance et ta limite. Bon, pourquoi pas, toi, chacun fait bien ce qu'il veut. Hein. Moi, je suis un libéral pour le coup, tu vois, à l'américaine, vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Mais oui, l'être humain fait que il n'est pas assez intelligent pour des fois se mettre des barrières tout seul, s'arrêter et être raisonnable, tu vois. La raison, ça s'apprend, je pense. C'est pas un truc inné, ça s'apprend. Et ça s'apprend par l'exemplarité, par des modèles, par la philosophie, par des gens qui ont fait ça, par écouter les vieux sages, tu vois, etc. Donc oui, ça, je suis assez... un peu vieux jeu par rapport à ça. Est-ce que tu penses que cette capacité justement de la raison à prendre le pouvoir sur l'impulsion, justement ce circuit dopaminergique, etc., est pas lié aussi à une espèce d'atrophie des neurones inhibiteurs, au fait qu'on fasse de moins en moins de choses difficiles, on a des intérieurs qui sont tellement confortables, toujours à manger, la facilité d'avoir un petit shoot de dopamine en étant sur TikTok, d'allumer la télé, etc., jamais confronté à de réelles... difficultés, si, des difficultés psychologiques, ouais. mais de difficultés physiques, tu vois. Petit à petit, voilà, ça fait que on n'a jamais cette frustration qui pourrait nous encourager à avoir plus de capacité d'inhibition de nos pulsions. Ouais. C'est marrant, t'es vraiment très neurobiologique dans tes schémas. T'es très neurobiologique. Okay. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses beaucoup en système de dopamine, tout ça, de neurones, de transmetteurs et tout. C'est rigolo. Oui, je t'ai pas dit, mais moi je suis français, mais manouche à moitié. Mon père est du cirque, donc toi j'ai vécu dans un monde déjà petit, un peu en dehors des normes et de ce qui se fait habituellement. Et j'ai toujours en tête ma vieille tante, il y avait une caravane, tu vois, quand j'étais petit, qui était surchauffée l'hiver parce qu'elle avait eu froid, tu vois, étant petite dans sa caravane, tu vois, sa roulotte. Et donc, tu vois, maintenant, le chauffage, pour elle, c'était la révolution. Et j'ai toujours eu ça en tête comme image de mes grands-parents ou de ma famille, tu vois, du cirque, qui a connu un peu la misère, tu vois, qui a connu le manque de confort. Et je fais hyper attention à ça. À moi aussi et mon entourage, de ne pas être trop dans le confort, parce que le confort, ça ramollit. Ça ramollit, ça rend vraiment feignant, ça fait perdre un peu, je trouve, la notion de la réalité, et j'aime bien me mettre dans l'inconfort, moi, tu vois, faire des bains froids à 1 degré, là, partir en Finlande 8 jours à marcher dans des tentes, tu vois, à 4 de 2 mètres carrés, tu vois. Bon, je dis ça maintenant, on verra quand je serai en rentrant, mais j'aime bien ça, et je pense qu'il faut revenir un peu à ça. Enfin, franchement, toujours avec nos enfants, en fait, hein. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai plein d'enfants autour de moi. Ils sont trop gâtés, les petits. C'est pas possible. Ils ont trop de choses, tu vois. À Noël, avec 15 cadeaux, ça rime à quoi, en fait, tu vois. D'autant plus que ce qui l'amuse le plus, Louis, c'est essayer de faire comme un adulte. Donc, tu lui donnes une cuillère en bois que tu utilises pour cuisiner. Exactement. Il va être 100 fois plus content qu'avec les 30 trucs en plastique que tu as eu à Noël, qui t'encombrent en plus en tant que parent. Qui t'encombrent, qu'on fait le tour du monde 10 fois dans le transporteur, qui pollue tout le truc. Enfin, vraiment, ça devient, je trouve, ridicule. Tu vois. Quand je vois les Américains avec leur baraque, tu vois, de 300 mètres, je dis, mais ça sert à quoi d'avoir une baraque aussi grande dans la vie? Explique-moi, en fait, à quoi ça te sert, tu vois. Voilà, moi je suis assez, pour le coup, assez
assez. La baraque, au final, c'est la quête de statut, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, d'autant plus que c'est d'autant plus dommage d'avoir une belle baraque et une grande baraque parce que on est censé plus vivre dehors qu'à l'intérieur déjà. Absolument. Absolument. Ouais, donc le confort, je te rejoins. Pour moi, c'est une question qui est vraiment fondamentale et on gagnerait, je crois, à des fois être plus dans l'inconfort. Alors, sans qu'il y ait la guerre, tu vois, on va pas aller à l'extrême, mais quand même, tu vois, réveiller un peu le corps, tu vois, par de l'inconfort, je trouve que c'est quand même la base des choses. Là, il fait froid, il a neigé l'autre jour chez moi, c'est la fin du monde. Les gars, ça neige, calmez-vous, tu vois, on va pas mourir, c'est bon, les bus ont passé, tout le monde. Enfin, on perd un peu, tu vois, ça. On est vraiment dans un système qui est trop. Enfin, nos parents, sûrement, nos grands-parents ont eu beaucoup de chance et ont bien vécu, puis ont le sentiment, je pense, de monter comme ça en classe sociale et en confort. Nous, on l'a moins, mais on a quand même beaucoup de confort, hein, objectivement. Enfin, J'aime bien ton exemple là de la neige avec les bus parce que ça me fait penser à une étude que j'avais vue, j'avais trouvé ça assez marrant, qui montrait que on essaie toujours de diminuer la quantité de problèmes auxquels on est confronté, d'avoir la vie la plus confortable possible, et que plus on diminuait ça, plus le seuil laminaire à partir duquel on considérait un problème comme un problème diminuait aussi. Et donc au final, on avait toujours la même perception des problèmes. Donc il y a une forme d'accoutumance dans les deux sens, quoi. Exactement. Et l'argent, pour moi, c'est pareil. En fait, là, tu parles d'études. Toi, j'ai un cours là, avec les étudiants dans 3 semaines. On travaille sur ça. On travaille sur l'altruisme et sur le rapport à l'argent, tout ça. Et je leur ai trouvé des études assez connues en plus et récentes sur le fait que l'argent est quand même le nerf de la guerre en société occidentale. Que sans argent, t'es malheureux, on est d'accord. Mais qu'il y a un seuil sûrement, tu vois, d'argent qui fait que en fait, c'est plus suffisant. Donc, quand tu as de l'argent, tu es content, mais ce qui va te rendre vraiment heureux, en fait, c'est le lien social. C'est le lien aux autres et c'est la liberté. Tu vois, le sentiment de faire un peu ce que tu veux, d'être libre. Et ça, c'est un truc qu'on perd. Donc, la liberté, je pense qu'on l'a encore en société aujourd'hui occidentale. Par contre, le lien, on le perd, vraiment. Et ça, je pense que vraiment, on gagnerait à... Bon, en France, on n'est pas assez bien payé, il y a trop de problèmes de richesse, d'argent, etc. C'est un truc économique et politique, mais le lien social, par contre, tu vois, tu peux l'avoir différemment. Tu l'as dans le sport, tu l'as dans l'art, tu l'as dans les assos, dans le travail. Tu l'as différemment, en fait. Et ça, il faut qu'on le retrouve, je crois, vraiment. Après, je pense que l'argent est une quête en soi. Quand t'en manques, moi j'en ai manqué et ça a été une obsession et donc ça avait beaucoup plus d'importance pour moi que la quête de sens. Et puis une fois que j'en ai eu suffisamment, eh bien je m'aperçois que j'en ai pas besoin de plus en réalité et donc là ma quête d'argent se transforme en quête de sens parce que j'ai envie d'avoir l'impression que je sers à quelque chose dans la société, tu vois. Exactement. Et après, quand tu as trouvé sens, peut-être que c'est là où arrive justement le lien social. Parce que le lien social, en fait, au début, le truc, c'est que tu peux le voir comme un investissement à rendement négatif. Parce que le temps que tu passes avec les autres, eh ben, c'est du temps que tu passes pas justement, par exemple, à gagner de l'argent. Mais après, quand on a suffisamment, eh ben, tu peux plus facilement y dédier du temps parce que ça devient quelque chose qui est moins important pour toi. C'est marrant de poser comme ça. Oui, c'est une vision. C'est une vision. Bon, après, dans mon cas, je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai mis du temps à trouver des gens avec qui j'ai vraiment des discussions stimulantes, qui m'élèvent, etc. Tu vois. Au début, c'est souvent par proximité géographique, aux études, etc. que tu les rencontres. Et c'est pas forcément des gens qui te correspondent. Et donc, le lien, c'est plus le barbecue, l'alcool et la drogue que des valeurs plus profondes. Tu vois. Alors que chez moi, tu vois, par exemple, la vie n'a pas de sens sans enfants et sans famille. Ça n'a pas de... Tu vois, ça n'a pas de sens. Tu vois, chez moi, on vit en communauté. Chez moi, on vit en groupe. On vit tous un peu à côté. Ma mère à côté de chez moi, mon frère aussi, tu vois. Et pourtant, t'as pas eu d'enfant? Non, j'en veux pas parce que je pense que je serais pas un très bon père. Je suis un très bon tonton, mais pas un bon père. Donc, tu vois, j'ai mis des limites à ça. Mais par contre, je vis entouré de mes proches, quoi. Enfin, chez moi, c'est fondamental. Et quand je vois mes potes, tu vois, mes amis qui ont mon âge ou à peu près mon âge, qui ont des enfants et dont les parents, grands-parents sont loin, je me dis, mais comment tu fais pour en fait travailler tous les jours, ramener les enfants à la crèche ou à l'école, les récupérer à l'école, rentrer, machin. C'est un truc de dingue. Tu dis, sans les grands-parents autour, mais la vie est trop compliquée. Enfin, tu vois, trop compliqué. Alors que nous, on vit un peu à l'africaine, tu vois. On vit en clan et du coup, ça simplifie les choses. Bah, c'est évident. Et puis, on est plutôt programmé pour ça à la base. Ouais, clairement. Est-ce que tu as nagé avec des requins alors? Non, mais j'y réfléchis là. En fait, j'essaye en ce moment de faire des choses comme ça un peu folles. Et j'essaie de me mettre vraiment en difficulté. En fait, moi, j'aime pas le stress. J'aime pas être stressé. Je trouve que le stress, ça prend de l'énergie, ça mange l'estomac, c'est dur. Mais je sais aussi que le non-stress, c'est la mort, tu vois.
Et le bien-être, c'est la mort, c'est chiant, tu vois. C'est plat, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe. Donc, je vais provoquer des fois un peu de stress et je fais des choses comme ça. Donc, j'ai pas encore nagé avec des requins. Je me suis confronté à des requins humains, c'était chaud. Ça me met fortement en difficulté. J'ai fait beaucoup de boxe pour travailler ça. J'ai fait du judo petit et ça m'a beaucoup servi. Tu vois, être un peu plus, tu vois, pas offensif, mais un peu plus guerrier, tu vois, un peu dur au mal. Et je cherche en ce moment à faire ça. Donc là, je pars en Finlande. Je vais sûrement partir après faire un truc en Amazonie, un truc un peu, tu sais, un peu chamanique. Tu vas faire une retraite ayahuasca? Ouais, je vais faire un truc comme ça, je pense. Ouais, ouais, ça m'intéresse beaucoup. Vraiment. Ça, je pense que je vais me remettre à la boxe ou à MMA parce que vraiment, pour moi, c'est un gain incroyable. Et nager avec des requins, ouais, c'est des trucs que je vais faire aussi. J'aime bien faire ça. Ouais, je pense que il y a Michael Easter qui est un Américain et qui a écrit bon bref, c'est pas très Je intéressant, connais mais pas. il a un concept qui s'appelle les misogi et Ouais. la première règle c'est 50% de chance d'échouer et la deuxième règle c'est ne pas mourir. Et ça se fait normalement en nature et donc l'idée c'est de faire un défi qui te pousse quand même au-delà de tes limites et donc a priori, si tu le fais chaque année, tu devrais avoir échoué 50% du temps, ce qui déjà change par rapport à la perspective Tout de à fait. je le fais pour le montrer sur Instagram et dire que Ouais. je l'ai fait quoi. Et donc potentiellement, moi j'habite à Evian, j'ai le lac en bas de chez moi. Ça peut être demain, je décide de traverser le lac et je vais peut-être pas me préparer pendant 2 ans pour le faire. Ça fait 15 kilomètres, j'y vais. Et il y a plusieurs choses qui se passent dans ce type de contexte que j'ai pu expérimenter pour plusieurs d'entre eux. Le premier, c'est que tu t'aperçois que tes limites sont beaucoup plus loin que ce que tu pensais être. Donc, ça révèle des super pouvoirs Mm. potentiellement dormants en toi. Et ça crée des croyances ressources. Tu parlais de la gestion du stress, etc. Ben, quand tu te rends compte que tu es capable de plus que ce que tu penses être, eh ben, ça te donne une vision un petit peu limitless des Mm. choses. Donc, il y a ce premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que c'est quand même une exploration géographique, physiologique, physique, mentale et spirituelle. Donc, tu apprends et tu comprends mieux qui tu es. Donc, tu parlais tout à l'heure de quête de personnalité, de sens. Moi, dans les grandes aventures que j'ai vécues, souvent, et tu parlais du lien à l'autre, souvent, bah, justement, ça m'a permis de remettre en perspective les choses importantes des choses futiles, ce à quoi j'avais envie de dédier mon énergie et les personnes qui comptent vraiment pour moi. Et en fait, souvent, dans cette liste de priorités, eh bien, ma femme, mes enfants, mes amis, ma famille, c'est tout en haut. Alors que dans le tourbillon de ma vie quotidienne, bah, parfois, tu as plein de tâches à faire, plein de choses à faire, et puis tu as tendance à dire, bah, je l'appellerai plus tard, ou je le verrai plus tard, tu vois. Mm. Donc, ça te permet de rééchelonner, je trouve, les choses. Et le troisième truc qui se passe avec ça, c'est que ça crée aussi un biais de contraste. On parlait du confort tout à l'heure, et la notion de luxe. Eh ben, en réalité, tu disais, bah, finalement, on n'a pas besoin d'autant d'argent que ce qu'on pense, ni d'une immense maison. Moi, j'ai raconté cette histoire-là plusieurs fois, mais quand j'ai fait le Mont Blanc, par exemple, en redescendant du Mont Blanc, on s'est arrêté dans le refuge. Ils nous ont servi une soupe classique, tu vois, avec un petit quignon de pain et un morceau de fromage. C'est le meilleur plat que j'ai mangé de ma vie. En plus, c'était chaleureux. Je partageais ça avec mon guide qui était quelqu'un d'exceptionnel, que j'adore d'ailleurs. Et puis, tu avais cette ambiance, etc. Enfin, et par biais de contraste, la faim, la fatigue, etc. C'était juste un moment incroyable. Et donc, en fait, la notion de luxe, elle est vraiment liée à ton référentiel initial. Exactement. Donc, je suis aussi un adepte de ces sorties de zone de confort, même si aujourd'hui, c'est un peu un terme galvaudé. Ouais, On c'est un l'utilise un petit concept peu maintenant, à tout à toutes les fait. sauces, mais peut-être qu'on l'utilise à toutes les sauces parce que justement, on n'en sort pas assez et que ça nous fait du bien. Et c'est vrai que potentiellement, une douche froide, c'est une bonne façon de commencer. Et Ah ouais. déjà, tu vois, on parlait je parlais, j'utilisais le terme des neurones inhibiteurs. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'ils s'appellent, mais toujours est-il que avoir déjà cette première victoire contre toi-même le matin, Mm. parce que tu as pris une décision consciente contre une envie naturelle qui serait d'utiliser le chaud de ta douche, et ben, je trouve que ça catalyse d'une certaine façon toutes les autres décisions que tu vas prendre dans ta journée. Mm. Exactement. Je te rejoins tout à fait. Et alors, pourquoi la Finlande? Pour les copains. Bah, en fait, c'est très simple. C'est un ancien client, enfin, ancien client. Un sportif pro avec qui je travaillais longtemps, pendant plus de 10 ans. On a sympathisé. Là, il a arrêté. On est devenu plus potes que vraiment dans une relation pro. Et il me dit, oh, Anto, tu viens, je pars avec un copain, nana, et ma femme, Lucie, on part en Finlande marcher. Je dis, ok, je viens. Voilà. Et je me suis dit après, attends, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va marcher pendant 8 jours, ok, j'étais pas au courant. Mais voilà, c'est pas le copain. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça, c'est un peu au feeling et au copain, en fait. Et si on me dit, viens, on va là-bas, j'y vais, tu vois, je me laisse guider.
On verra bien. Tant qu'il y a des potes, ça me va. Ouais. Toi, ton sport de prédilection, c'est les sports de combat, c'est ça? Que j'ai fait ou que je suis? Que tu fais maintenant? Non, alors, je pense que mon sport vraiment là où j'étais le plus à l'aise, c'était au judo étant petit, parce que ça me correspondait vachement d'un point de vue physique, tu vois, et même mental, tu vois, ça grippait, il y a de la force, ça va vite, c'est un peu stratège, vraiment, moi, ça matchait de fou. Aujourd'hui, j'aime bien faire plein de sports, j'aime bien mélanger yoga, vélo, sport de combat quand j'ai du temps, parce que ça prend beaucoup d'énergie. Tennis, parce que c'est pareil, c'est un peu plus esthétique, toi, c'est un peu un sport un peu noble. Tout ça, j'aime bien mélanger tout ça. Et musculation, j'aime bien faire tout ça. Je suis pas du tout branché course à pied, je déteste ça. Pour moi, c'est une torture. Nager, pareil. Mais tout le reste, ça me va. Et j'aime bien mélanger les choses. J'aime bien faire plein de trucs. Ok, et donc là récemment tu as sorti un bouquin, Les 10 secrets du mental des champions, un truc comme ça? Yes, exactement. Ouais, c'est ça. Alors c'est quoi ces 10 secrets? Il y en a plein. En fait, j'ai essayé de faire un bouquin qui sortait un peu des trucs classiques, méditer, imagerie mentale, respirer. C'est pas que je suis contre, mais c'est un peu, éculé. Donc les 10 secrets, il y en a plein. Il y a déjà faire attention à son corps, première chose, tu vois. Sur le plan esthétique, mais aussi vraiment du soin, de la récupération, du sommeil, c'est très important. Tu as le secret aussi, pour moi, qui est lié à la méditation, à l'attention, au fait d'être concentré dans ce que l'on fait. C'est la base de la réussite sportive, mais aussi de la réussite dans sa vie en général. Toi. Quand tu n'es pas attentif, tu rates des choses. Comment tu arrives à développer cet état de pleine conscience en dehors du moment où tu fais la méditation? Tu incorpores dans ton quotidien des toutes petites choses ou des moyennes choses qui font que ça te ramène à l'instant présent. Je vais donner un truc concret. Par exemple, le café ou le thé. Moi, j'ai adopté le rituel du café japonais. C'est-à-dire, j'ai que des petites tasses, tu vois, faites à la main, hyper esthétique, tout ça, hyper travaillé, très mignonne. J'ai un moulin à café, toi, genre, un grain de café tout seul, voilà. Tu vois, pour moi, tu fais ça, t'as l'odeur, t'as le bruit du grain de café qui est en train de se moudre. Ça change tout, en fait. Voilà. Je fais les courses, je fais le marché. J'ai une terrasse jardin où je vais jardiner, tu vois, être en lien avec ça. J'ai une terrasse où je vois les étoiles, tu vois, la nuit. Et ça c'est un truc de fou, les étoiles. Mais c'est incroyable. En ville, tu vois pas les étoiles. À la campagne, tu vois que ça. Hein. Toi, t'es à Annecy, tu vois, voilà, c'est fou. La musique, beaucoup. J'ai une routine après de créativité aussi, pour moi, qui est très mindful. Tu vois, quand j'écris un livre, en fait, mon cerveau marche vraiment par phase de créativité, à peu près tous les 3 à 6 mois. Et je le sens, toi. Je dis, oula, je commence à être dans mon truc, là, il va falloir que je mette mon cerveau en marche et je vais travailler ça. Et quand ça monte, je prends un jour ou deux, je vais en ville pour le coup, parce que la ville me sert à ça. Je fais le tour des magasins, je regarde les couleurs dans les vitrines, je regarde les odeurs qu'il y a partout, je vais faire 2-3 parfumeries, sentir plein de parfums. Toi, je vais m'activer au niveau olfactif pour vraiment avoir des émotions et travailler un peu mon imaginaire. Et là, je commence comme ça, tu vas être dans l'instant présent et dans la créativité, et après, ça se met en place. Donc, si tu veux, c'est un mélange de routine du quotidien, tu vois, café, thé, manger, boire, sommeil, douche, tout ça, et aussi affective, tu vois, amoureuse. Et après, d'autres éléments un peu plus dans une démarche de créativité ou de performance. Mais c'est ça, en fait, c'est de se créer un quotidien qui te corresponde et qui soit... Qui te mettent dans une attention posée. Ouais, cool. Et c'est marrant parce que déjà, je partage ton rituel du café et ça me fait penser au sport aussi où tu vois plein de gens, tu fais de la muscu en salle de muscu en train d'écouter un podcast ou d'être sur YouTube ou de répondre à des messages, etc. Pas du tout intentionnel dans ce qu'ils font. Pareil, en course à pied, à écouter d'autres choses, etc. Ouais. Enfin, je veux dire, le sport, au final, c'est une reconnexion à soi et à cet instant présent et probablement que c'est là où on est peut-être le plus déconnecté. Ouais. Surtout en musculation. La musculation, ça peut être long. Hein, donc, tu vois, t'as le temps de cogiter entre 2 appareils et 2 séances, t'as le temps de cogiter. Donc, ouais. Donc, la pleine présence, t'étais sur les secrets. Ouais, les secrets. Pleine présence, mise en place de routine, se créer un clan.
C'est aussi pour moi un secret important. Ça, je suis pas très bon d'ailleurs. Enfin, je suis pas très bon. Ça dépend des fois. Se créer un clan, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir seul en entreprise comme toi, dans le sport, etc. Seul, c'est impossible. Il faut un clan. Il faut des entraîneurs, il faut des proches, il faut des avocats, il faut des préparateurs physiques, mentaux, il faut des gens de confiance qui vont être loyaux avec toi et qui vont te permettre d'avancer, on va dire, à côté de toi, mais qui vont être, voilà, qui vont permettre de faire ça. Donc, avoir un clan, ça, c'est très important, je trouve. L'autre secret, c'est de devenir résilient ou du moins de savoir gérer le stress. Pour moi, ça, c'est la compétence de base dans la réussite globale. Savoir gérer le stress. Donc, faire plein d'activités avec des requins plus ou moins gros, tout ça pour s'endurcir et faire face au stress et savoir le gérer avec le temps. Trouver de la motivation à ce que l'on fait, la garder sur le temps, pareil, c'est un secret aussi. Là, je m'en suis rendu compte, par exemple, pour ma boîte, en fait. Je me suis rendu compte vraiment personnellement, alors que c'est quand même ce que je vends aux sportifs, et que j'avais plus la motivation. Et quand tu n'as plus la motivation, mais c'est un enfer, en fait. C'est un enfer. Je me suis dit, mais ce que je fais ne m'intéresse plus. Il y a trop de trucs qui vont pas, c'est pas aligné, tu vois, entre guillemets, ça marche pas. Et alors là, pour moi, c'était la confusion mentale comme j'ai jamais eu, je crois, vraiment. Donc, voilà, trouver la motivation, la garder, savoir passer la main, penser aussi à la fin, très important. Ce que je savais pas, pour le coup, je l'ai appris ça récemment. C'est-à-dire que quand tu crées un truc, il faut que tu penses déjà, je crois, à la fin. Ça va se terminer quand et éventuellement comment. Parce que quand tu n'es pas préparé, tu prends un mur. Et le dernier secret, pour moi, c'est vraiment la quête de sens. En fait, c'est de mettre dans ce que l'on fait de l'intellectuel, des références culturelles, de la littérature, de mettre de la philo, de mettre des cultures différentes, voilà, de mettre du sens dans ce que l'on fait, parce qu'à nos âges, on ne peut plus juste jouer pour jouer ou créer pour créer. Il faut plus que ça, il faut plus de sens. J'interromps ce podcast pour te parler de la certification Pharos. Il s'agit d'un QR code présent sur chacun de nos steaks Pharos composés de viande et d'abats. Il permet de garantir la valeur environnementale, le bien-être animal et la densité nutritionnelle. En le scannant, tu accèdes aux analyses micronutritionnelles et profils d'acides gras oméga 3, mais aussi aux photos de l'élevage et aux engagements de l'éleveur en faveur de la biodiversité et de la séquestration carbone. Plus d'infos sur pharos.food. Je partage cette douleur que tu as pu ressentir quand il y a un désalignement entre la personne que tu es obligé d'être au quotidien et celle que tu sens devoir être. J'ai moi aussi créé une start-up que je dirigeais, sur laquelle j'avais des salariés, des investisseurs. Et puis à un moment, il s'est avéré que d'une part, j'étais plus motivé, mais en plus, elle correspondait plus à mes valeurs profondes ni à ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et pour autant, j'étais prisonnier de ce que j'avais construit, tenu par ce que je pensais être ma responsabilité, dépositaire de la confiance qu'on m'avait accordée. Et j'ai mis 2 ans et demi à m'en sortir complètement. Fou, hein. Et ça a été une période très, très, très longue et difficile. Ouais. Donc ouais, je partage ça. Sur la gestion du stress, c'est intéressant parce que il y a plein d'exercices de gestion du stress. Si tu lis un livre sur le stress, on va donner plein d'exercices. Et toi, de ce que j'ai compris, ta vision des choses, c'est plutôt que en réalité, on ressent tous le stress, c'est un comportement, une émotion naturelle, et que la meilleure façon d'apprendre à le gérer, c'est de s'entraîner, c'est-à-dire de s'y confronter. Et puis petit à petit, ce seuil laminaire à partir duquel on considère un stress comme un stress diminue, et puis les ressources qu'on peut mobiliser pour y faire face augmentent. Oui, tout à fait. Oui, je te rejoins absolument. Donc c'est forcément inconfortable. Oui, c'est forcément inconfortable, le stress, tout à fait. On n'est pas égaux face à ça. En fait, tout le monde stresse, sauf des profils psychopathiques qui ne stressent quasiment pas ou qui n'ont pas peur de beaucoup de choses. Donc eux, ils ont de la chance par rapport à nous. Il y en a des très célèbres. Mais tout le monde stresse, mais à différents niveaux. Moi, je stresse beaucoup naturellement. Je suis un profil assez anxieux quand même, petit, et je suis assez anxieux. Et je sais que j'aurais beau m'entraîner comme un dingue, je ne serai jamais, tu vois, un maître zen. Parce que j'ai un niveau de sensibilité qui est plus grand que la moyenne. Ce qui est une arme, qui est aussi une faiblesse par rapport à ça. Et du coup, je sais que j'aurais beau, tu vois, trouver des requins, etc., nager avec eux, je ne serai jamais aussi fort pour gérer ce genre de situation que d'autres gars qui sont vraiment beaucoup plus froids que moi, en fait. Mais néanmoins, il faut quand même s'entraîner parce que la vie est rude, les gens sont violents, rudes, etc. aussi, et que le monde est cruel des fois et qu'il faut trouver des armes internes
pas que politique ou social pour se défendre dans le monde de tous les jours. Donc pour moi, c'est la base, c'est apprendre à gérer le stress. Voilà. T'as terminé par la quête de soi, la quête de sens, et puis tu me disais que t'allais probablement aller en Amazonie faire une retraite ayahuasca. Est-ce que t'as déjà exploré des choses avec de la psilocybine ou ce genre de choses? Non, pas encore. Je suis pas très branché sur ça naturellement. Je teste pourtant beaucoup de choses. Mais bon, faut que l'occasion se présente, qu'on me l'amène bien, etc. Et je teste. Mais franchement, je suis très scientifique dans ma démarche. J'ai fait une thèse, je suis assez rationnel, mais pour autant, tout m'intéresse. Donc, je ne ferme aucune porte. Tout ça, je teste quasiment tout. Ouais, pour être honnête, je suis très rationnel aussi, mais j'adore expérimenter des choses. Et j'ai fait la psilocybine, j'ai fait l'ayahuasca, et ça a été à chaque fois des voyages très très intéressants. Bah, la psilocybine, je trouve que c'est une forme d'exploration de la conscience, mais plus extéroceptive, dans le sens où ça hyper connecte mes sens. Justement, tu parlais de pleine conscience. Ben, c'est un peu comme si ça avait allumé de nouvelles voies neuronales qui restent et perdurent encore aujourd'hui. Et donc, notamment, tu vois, la beauté du ciel, des feuilles vertes des arbres, la sensation d'oxygène qui vient dans mes poumons, le grain de la voix d'une chanteuse dans une musique. Tout ça, en fait, c'est comme si tout était décuplé, mais que ça m'avait permis ensuite d'avoir un état de présence et d'interaction avec mon monde accru. Et puis malgré tout, donc ça c'est un peu la deuxième phase. Tu as une première phase qui est un voyage un peu de fractal, etc. Et qui te permet comme si tu pouvais switcher entre une vision de conscience large, élargie, tu vois, et puis ton champ visuel et ton ego. Enfin, ton ego, pas ton ego, plutôt ton mental. Tu vois, et donc, tu as le mental qui est en train de suranalyser. Est-ce que je suis défoncé? Est-ce que je suis dans un état normal? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Puis là, tu as envie de dire, tais-toi, laisse-moi profiter. Tu peux focus sur, entre guillemets, la réalité, mais tu as les yeux fermés, tu vois, tous ces fractals, etc. Et là, c'est comme si tu avais une vision limitée par ton champ de vision. Même derrière tes yeux fermés, tu vois, il y a des limites. Et puis, c'est comme si tu pouvais dézoomer et prendre tout ça en compte. Et là, être dans un état de conscience élargi, tu vois. Et sans être focalisé ni sur cette petite voix intérieure, ni sur ce que tu vois derrière tes yeux, tu vois. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant en termes de perception à cet égard. Et puis l'ayahuasca, j'ai fait sur 3 jours, et ça a été une quête intérieure. C'est assez amusant parce que j'ai pris la même dose le vendredi que le samedi. Et le vendredi, je sais pas, je m'attendais à être défoncé entre guillemets. Et en fait, j'ai eu l'impression que ça me faisait pas beaucoup d'effet. Alors que le lendemain, j'ai fait exactement la même quantité et j'ai eu un voyage hallucinant. Je pense que parce que le seuil de contrôle de mon mental avait diminué entre-temps. Et donc le premier jour, ça a été un peu une reconnexion avec mon enfant intérieur. D'ailleurs, la facilitatrice qui était là, à un moment, elle s'est approchée de moi. Et puis, elle est venue, elle a posé sa main au-dessus de moi, mais sans me toucher. Et j'ai ressenti toute sa chaleur et j'avais l'impression, je sais pas, que ma maman était là, etc. Et vraiment, je me suis... Tu vois, je pense que tu parlais du monde qui pouvait être violent et dangereux. Et j'ai vécu... comme tout le monde, parfois des moments difficiles et je me suis un peu blindé derrière une grosse armure de fer blanc et ce premier soir, je me suis autorisé à la fendre et à reconnecter à ce petit enfant intérieur. Et le lendemain, il faut dire aussi que j'avais fait le bouffo, tu sais, c'est le poison de ce crapaud. Bouffo, c'est un crapaud et donc c'est l'antéogène le plus puissant au monde. Et donc, il prélève un peu du poison de ce crapaud et puis tu le fumes avec une espèce de pipe. Et ils te mettent un matelas derrière parce qu'en fait, tu tires 10 secondes et tu tombes en arrière. Et là, j'étais pris de convulsions et vraiment la sensation de mourir, de rien contrôler, ça a été horrible. Et en fait, je pense que c'est parce que mon mental, justement, était en train de résister à la sensation, d'analyser et puis se dire, putain, là, ça va pas du tout, quoi. Qu'est-ce que je fais? En fait, j'avais arrivé même pas à réfléchir, mais et donc j'étais pris comme ça et j'avais des mains qui attrapaient le lit, etc. Et puis après, une espèce de renaissance, comme si, un état de plénitude, comme si je faisais qu'un avec le monde et l'univers, tu vois. Et c'est assez amusant parce que cet état-là, ça n'a pas duré très longtemps, peut-être 25 minutes. Et après 25 minutes, il y a mon mental qui est revenu à analyser en me demandant, tiens, qu'est-ce que tu ressens, etc. Et c'est quand il est revenu que je me suis aperçu que pendant 25 minutes, il n'avait plus été là, tu vois. J'étais juste présence et être. Et enfin, pour moi qui ai tendance peut-être à réfléchir beaucoup, etc., c'était une expérience assez dingue. Et donc le soir, j'avais refait l'ayahuasca et donc là, j'ai eu un voyage hyper intéressant et c'est amusant parce que je suis aussi plutôt cartésien et à un moment, j'étais assis devant un feu et il y avait d'autres gens autour de moi, mais je les voyais pas, tu vois, il faisait noir. Et
Et c'est comme si j'étais un volcan incandescent, que je leur envoyais de l'amour et que je recevais leur amour. Et je ressentais, mais vraiment, tu vois, tout ça, tout cet amour, etc. Et d'ailleurs, quand j'étais arrivé là, tout le monde m'avait fait un câlin au début. C'était en sortie de Covid. Moi, j'avais trouvé ça trop bizarre. C'était pas du tout dans mes habitudes à cette époque. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Je suis vraiment dans un truc de perché. Et au final, après ça, j'ai compris. Et plus tard, alors je sais pas jusqu'à quel point on peut tirer une réelle conclusion scientifique, mais j'ai assisté à une conférence que j'ai trouvée intéressante où il parlait du système nerveux intracardiaque qui émet un champ électromagnétique autour. Et je me dis, bah, en fait, peut-être que ce qu'on considère comme spirituel ou mystique, c'est peut-être simplement des choses que la science n'a pas encore expliquées. C'est pas que c'est surnaturel, c'est simplement qu'on n'a pas encore trouvé d'explication. Et donc peut-être que ce que j'ai ressenti, ben, c'est simplement que, tu vois, de la même façon que je te disais, la psilocybine, ça m'hyper connecté à mes sens et je ressentais beaucoup plus mon environnement. Bah, peut-être que sous ayahuasca, justement, le seuil de contrôle de mon mental, etc., était tellement bas que j'étais un réceptacle beaucoup plus puissant à peut-être ce champ qui a été mesuré et qui existe, tu vois. Absolument. Et donc c'est marrant, c'est peut-être un an plus tard, et puis là je me suis dit, ah bah tiens, peut-être que finalement c'est ça l'explication, c'est ça que j'ai ressenti. Mais ça a été vraiment dingue. Et le troisième jour, avant de faire l'ayahuasca, on a fait un breathwork. Et c'est amusant parce que là, j'avais pris aucun antéogène, aucune substance ni rien. Mais ce breathwork m'a emmené dans l'espace et j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps d'amour et de gratitude pour ma femme et ma fille. Elle avait à ce moment-là, je sais pas, peut-être 6 mois ou 9 mois et un amour d'une pureté incroyable, quoi. J'avais rarement ressenti quelque chose d'aussi fort. Donc ça m'a profondément marqué comme expérience. Ouais. C'est puissant. Donc voilà, je t'ai raconté toute l'aventure. Mais ok, donc et le breathwork par contre t'as expérimenté? Non, du tout. Non plus. Non, vraiment. J'ai fait un week-end chamanique assez classique, mais sans prise de psychotropes, tout ça. C'est déjà pour moi assez intéressant. Non, les psychotropes, je fais gaffe quand même, tu vois, parce qu'il faut vraiment être bien accompagné, il faut qu'il y ait un cadre, il faut que ce soit vraiment bien posé. Mais là, j'ai des connaissances au Paris qui font beaucoup ça, qui m'en parlent beaucoup, et je pense que je vais me laisser guider en fait, parce que ça peut être drôle. Et par contre, tu as exploré un peu la respiration Wim Hof, etc. Ouais, tout ça, j'ai fait, ouais. Et quelque part, tu vois, le Wim Hof, c'est une sorte de breathwork, hein, un petit peu. Ouais. Mais en fait, tout ce qui est respiration, tout ça, c'est pas que je maîtrise, que je connais, mais j'ai déjà fait, ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, si tu veux, dans le sport, vraiment de performance pure, tu sais, on cherche le flow, cette espèce d'état de conscience modifié que tu as eu en fait là, mais en version très 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 puissante, où ton cerveau il est là, en même temps il est plus là, il fait des trucs de dingue, tu fais des gestes de fou, tout rentre, tout marche, c'est beau. On cherche ça en fait. Ça, moi, je l'ai très vite, naturellement, très facilement, et je l'ai surtout quand j'écris des bouquins. Tu vois, tu me verrais écrire, je suis dans une autre dimension. Hein. Le livre là que tu as cité, je l'ai écrit en 15 jours. Tu vois, j'ai écrit 200 pages en 15 jours. J'étais totalement dans mon truc. En même temps, c'est peut-être aussi que c'était le fruit de plein de choses qui étaient déjà dans ta tête, métabolisées, etc. Tu vois. Tout à fait. Mais après, par contre, la retombée, elle est sévère. Hein. Franchement, je me dis ça, je ne ferai plus. Donc, cette espèce d'état-là, moi, je l'ai assez facilement, en fait, sans forcément user de trop de stupéfiants ou de produits de machin. Mais je trouve ça bien, des fois, d'aller aussi plus loin, en fait. Tu vois, d'aller vraiment vivre ça lointain. Je ne sais pas si c'est mes origines, tu vois, un peu qui font ça, du cirque, toi, qui m'amène un peu vers cette espèce d'attraction-là, un peu chamanique, quoi, un peu médecine parallèle, ou je ne sais pas comment dire. Mais ouais, je tends vers ça. Je fais gaffe quand même, parce que toi, je suis quand même docteur en psycho, donc je ne veux pas faire tout n'importe quoi. J'évite d'avoir des approches trop, pour le coup, alternatives ou trop mystiques, parce qu'avec mon cadre, ça passe pas. Mais j'y vais quand même. Vis-à-vis de cet état de flow, je pense qu'on peut différencier peut-être le flow intellectuel du flow physique. Pour le flow intellectuel, j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, de ce que je pourrais tirer de mon expérience, c'est quand même très, très lié à la passion. Quand tu es absolument passionné par ce que tu fais et totalement absorbé par ta tâche, il y a quand même quelque chose d'assez magique qui se crée. Tandis que dans le sport, j'ai l'impression que c'est un peu plus aléatoire. Pour moi, mon vécu perso, c'est la même chose. Hein. Le flow, tu vois, en tennis, je l'ai facilement. Parce que droite, gauche, machin, etc. Tout est fait pour en fait te mettre dans le flow. Au tennis, tu as les yeux qui bougent, les pieds, etc. Le cardio, la vitesse, machin. Au tennis, c'est un sport vraiment de flow par excellence. En boxe, je l'ai moins facilement parce que je suis moins doué et j'ai pas la technique, la maîtrise, donc je suis un peu en difficulté. Mais
Tu sais, en fait, le flow, tout le monde peut l'acquérir, tu vois. Et le flow, ça a été étudié chez les spirituels, chez les philosophes, chez les sportifs, chez tout le monde, en fait. Chaque discipline a sa définition ou son approche du flow, tu vois. On va l'appeler état de conscience modifié, on va l'appeler le Graal, etc. On va l'appeler l'état tantrique, machin. Tu vois, il y a plein de termes qui amènent vers ça, en fait. Et tous ont en commun la même chose. Il faut de la souffrance, physique ou mentale. Ça doit être dur, ça doit faire mal, tu vois, pour vraiment aller vers le flow. Il faut de l'effort, il faut des routines avant, il faut travailler les yeux, il faut des trucs qui soient comme ça, tu vois, un peu entêtants ou répétitifs, tu vois. Tout ça, tac, 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 ça te met dans le flow. Et je te dis, moi, je l'ai facilement. Et ce que tu décris là, je pense que c'est encore au-dessus en termes de conscience modifiée. Mais oui, je pense que c'est au moins intéressant, tu vois, à connaître, déjà à vivre. Après, Oui, je pense aussi. chacun en fait ce qu'il veut, mais tu vois, à vivre, c'est intéressant. Puis après, enfin, ce podcast, j'aime bien dire que je suis un explorateur du potentiel humain. J'adore la notion d'explorer. Tu vois, là, par exemple, j'ai fait un ultra trail en Namibie. Bon, tu l'étais sur SA, 255 km. Ah oui, je peux pas. Mais c'était un voyage, tu vois. C'est pas le fait de courir, je m'en fous. C'était sur 5 jours en autonomie, etc. Mais dans des endroits sauvages où il n'y a pas un seul humain qui vit, avec des températures extrêmes. Et puis voilà, et donc t'as tout qui se cumule, la fatigue, la douleur, les blessures peut-être, peut-être le manque de calories, la beauté des paysages. Enfin, et du coup, tu passes par un petit peu tout. J'ai l'impression que c'est un cocktail émotionnel où normalement ces émotions, elles se répartissent tout au long de la vie et avec plus ou moins de récurrence, tandis que là, c'est comme si elles étaient toutes concentrées en 5 jours et tu rentres. J'ai l'impression d'être parti, d'avoir vécu 1 an de vie en 5 jours, tu vois. Ouais, et j'adore explorer en fait. Tu vois, je te parlais de l'alpinisme tout à l'heure. Je pense que ça a été donc pas le Mont Blanc, mais un autre sommet que j'ai fait avant où j'ai vraiment eu peur pour la première. Enfin, j'avais déjà fait des choses un peu à sensation forte entre guillemets, mais là, j'ai eu peur pour ma vie. Je me suis dit, je pourrais vraiment mourir là, maintenant. Et ça a vraiment changé en fait tout le sens que je lui donnais. Parce que tu vois, il y a cette phase de développement personnel qui dit ta vie commence quand tu comprends que t'en as qu'une. Mais il y a une grosse différence entre le comprendre intellectuellement et puis le vivre. Absolument. Et au final, enfin, tu vois, c'est pas si. Enfin, j'ai l'impression que cette exploration de la conscience, que ce soit avec de la psilocybine, avec de l'ayahuasca, quand je fais de l'alpinisme, quand je fais un ultra trail, j'ai fait du yoga Tumo en Italie. Je sais pas si tu connais, c'est l'exposition au froid où tu fais des exercices dehors alors qu'il fait moins 10 degrés en maillot de bain, des bains froids, etc., des marches en raquettes. D'ailleurs, c'est pareil, tu vois, tu parlais de pleine présence. Bah, pour le coup, si tu vas marcher dehors alors qu'il fait froid et que tu es en maillot de bain, bah, par le froid, tu es obligé d'être connecté à tes sensations corporelles. Et j'écoutais beaucoup plus le bruit des pins, l'odeur des sapins, etc., tu vois. Et bref, et en fait, tous ces trucs-là, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans le livre de Bernard Weber, Les Thanatonautes, où ils vont explorer ce qui se passe après la mort. Et en fait, à chaque fois, ben, ils vont un petit peu plus loin et c'est comme s'ils exploraient de nouvelles contrées. En vrai, j'ai l'impression que tous ces outils différents, il y en a qui utilisent des substances, d'autres pas du tout, etc. Parfois, c'est la respiration. J'ai parlé de breathwork. J'ai vécu des choses incroyables avec juste en respirant, tu vois. Et ben, on m'emmène à chaque fois à découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles parcelles de ma conscience. Et j'avoue que j'adore ça. Et est-ce que tu t'en sers pour après être au quotidien plus posé, plus humain, plus je sais pas quoi? Ou c'est juste une expérience que tu vis qui après retombe un peu à zéro ou revient un peu à l'état de normalité facilement? Non, j'ai l'impression que ça a radicalement changé ma vie. Et mon rapport aux autres, mon bonheur, mon épanouissement personnel, le père que je suis, et tout ce que je fais en fait. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui ont peut-être facilement trouvé leur chemin et puis qui ont toujours eu une vie plutôt bien. Simple, ouais. Et moi, toute une partie de ma vie a plutôt été caractérisée par un état avec un fond dépressif, de la consommation d'alcool, de drogue, etc. Tu vois. Et aujourd'hui, j'ai une vie qui est hyper saine. Et donc, j'ai vraiment fait le grand écart entre les deux. Donc, en fait, tout ça, j'y vois énormément de positif parce que je me sens aujourd'hui plus apaisé, plus productif, plus créatif, plus heureux, mieux avec les autres, mieux avec moi-même. Mais parce que j'ai pas toujours connu ça. Peut-être que si à la base j'avais déjà été équilibré, j'aurais pas eu besoin de chercher autant pour me trouver, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai moins ça, tu vois, par exemple.
j'ai moins besoin d'avoir des trucs extrêmes pour vraiment, tu vois, me sentir en vie ou changer le quotidien. Je peux le faire, mais vraiment, c'est pas ce qui m'attire, moi, tu vois, dans un premier temps. C'est pas... déjà, je suis trop trouillard pour ça. Et en plus, ouais, j'ai pas ce besoin, moi, de côté comme ça, un peu trop extrême, tu vois. J'aime bien tester un peu, mais je vais jamais tester jusqu'au bout des limites, tu vois. C'est pas... Je sais pas... Mais tiens, je vais en profiter pour faire une petite thérapie. Tu vois, j'ai grandi peut-être sans avoir trop de cadre. Et c'est peut-être ce qui m'a poussé, en étant un peu plus âgé, à essayer de trouver les limites et donc à tomber dans plein de drogues, etc., jusqu'à toucher le fond, tu vois. Et probablement que ça a développé chez moi une forme de caractère addictif ou excessif. Ouais. Et qu'aujourd'hui, j'ai simplement trouvé le switch pour donner du sens à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est tout à fait cohérent. Et ça, tu penses que c'est lié plutôt à un caractère, que c'est héréditaire, ou bien que c'est plutôt lié à ce côté éponge dont on parlait des enfants et au cadre et à l'éducation? Non, je pense que c'est déjà presque la même chose. Je pense que c'est vraiment lié à un caractère, en fait, une personnalité qui a besoin des émotions très intenses, qui aime prendre des risques, qui aime tout ce qui est un peu, toi, hyper sensoriel, hyper fort et qui aime bien dépasser aussi, du moins casser déjà un peu les limites et les codes, tu vois, et qui aime bien, tu vois, aller jusqu'au bout du bout de la falaise, quoi, qui aime bien tester ça. Ça, c'est un caractère qui peut être génétique, donc issu de tes parents, ou des deux ou d'un seul, ou d'un fonctionnement singulier, tu vois, qui va très vite, qui pose 10 000 questions, qui est impulsif aussi, tu vois, qui a un cerveau qui envoie du lourd. Je pose la question en me servant de mon propre cas, mais parce que je trouve que ça ouvre à une réflexion qui est intéressante sur le fait de savoir si notre personnalité est quelque chose de fixe avec laquelle on doit apprendre à travailler. Donc, c'est important de se connaître pour savoir quels sont nos fonctionnements, mais pas dans le but d'essayer de nous changer. Ouais. Ou bien si, à l'inverse, notre personnalité est malléable et donc on peut essayer de mettre le viseur sur... nos caractères entre guillemets déviants, mais selon quelles normes? On peut se reposer la question et se changer, se corriger. Bah, la réponse, elle est très facile. Hein. La personnalité, elle est d'abord biologique, à 70% à peu près. Donc si tu veux, c'est tes gènes, c'est ce que tes parents t'ont donné qui fait que tu as tel ou tel caractère. Ça va être nuancé par ton parcours de vie, par tes expériences réussies, plus ou moins ratées, etc., les traumas, les machins, tout ça, et par l'éducation, tu vois, le sport que tu fais, l'école où tu vas, et tes parents, mais ça va influencer un petit peu, pas ton caractère fondamentalement. Toi, t'as deux filles, elles sont seulement très différentes, j'imagine. Bah, il y en a une qui a 4 ans, l'autre qui a 1 an. Donc, celle de... Oui, elles sont tout à fait différentes. Celle de 4 ans, dès le début, elle a très vite développé sa motricité, etc. Ouais. Et l'autre, c'est Bouddha, quoi. Je te jure. D'ailleurs, elle a 15 mois, elle marche toujours pas. Parce que elle pleure jamais. Elle est tout le temps là, souriante, à observer. Parfois, t'as l'impression qu'elle est en train de dormir. Et non, tu la regardes, en fait, elle est juste en train de t'observer. Et vraiment, c'est assez marrant. Ben voilà, ça, c'est le caractère. Ça, c'est leur façon d'être biologiquement, génétiquement. Et après, nous, en préparation mentale, heureusement, on peut influencer ça. Du moins, on va influencer beaucoup les émotions. Donc, on va influencer beaucoup la façon que tu as de gérer tes émotions, positives comme négatives, agréables comme désagréables. Et ça peut avoir une influence, du coup, sur le caractère. Tu vois, par exemple, si tu es quelqu'un qui est plutôt, je sais pas, curieux de nature, si on développe ton optimisme et ton bien-être, tu vas encore être plus ouvert, tu vois. Donc, tu vas aller vers plus de choses, plus d'espérance. Donc, ça va influencer un peu, tu vois. Si tu es quelqu'un qui est plutôt extraverti, plutôt introverti, mais tendance timide, tu vois, si on t'apprend à avoir moins peur des autres et être plus à l'aise socialement, tu vas être un poil plus extraverti. Un poil. Tu ne seras jamais, tu as une extravagance de fou, mais tu vas quand même un peu travailler ça. Donc, si tu veux, le travail sur les émotions fait que ça nuance un peu le caractère ou ça le modère un petit peu, mais jamais de façon extrême. C'est juste une influence légère. Et d'ailleurs, c'est une question dont les patients s'inquiètent beaucoup en thérapie pure. C'est, ils viennent au départ en disant « je veux changer, je veux être moins ci ou plus ça ». Tu les amènes vers ça, et là, ils paniquent. Ils disent « oh, mais là, mais je... » C'est plus moi. C'est plus moi, exactement. Tu dis « bah oui ». C'est pour ça que moi, je suis partisan vraiment de la modération et du temps long, parce que c'est comme quand tu fais un régime. Tu perds 40 kilos en 3 mois, tu dis « mais je suis qui dans le miroir? Je me reconnais plus ». Ben, mentalement, c'est pareil. Si tu changes trop vite, que tu deviens beaucoup trop zen ou plus à l'aise ou je sais pas quoi, en fait, tu sais plus qui tu es fondamentalement. Et ton cerveau, il est un peu en dissonance et ça va pas. Donc, faut y aller piano, tranquillement, et il faut trouver ce qui te correspond à toi, en fait. Tu vois, c'est une question de
On deal entre tes ambitions, objectifs, ce que moi je pense que tu peux faire, et aussi ton caractère. Tu vois, c'est un compromis qu'on fait ensemble, quoi. Mais déjà, pour commencer à travailler sur les émotions, tu dois peut-être déjà travailler la méditation et la pleine présence parce que Hmm. peut-être qu'il y a que moi qui ai ce problème-là, mais pendant j'ai déjà pu parler de ce sujet et on me demandait ben qu'est-ce que tu ressens comme émotion pendant la journée, etc. Et puis en fait, j'étais pas capable de le dire. Hmm. J'étais même pas conscient vraiment de mes émotions. Peut-être parce que je suis trop fondé sur l'action et puis que je passais pas assez de temps. Mais bref, toujours est-il que ça demande déjà une qualité de présence et d'écoute de Ouais. soi que d'être conscient de ses émotions. Ça demande de l'attention, en effet, à ça, et ça demande aussi d'avoir de l'attirance. Tu vois, par exemple, j'ai bossé avec beaucoup d'Africains en foot. Les émotions, c'est pas un truc qui leur parle à eux, tu vois. Tu leur dis émotion, et je pense qu'ils comprennent même pas ce que nous on met derrière ça, en fait, tu vois. Donc, s'ils ont vécu en France, ça va, mais s'ils ont vécu vraiment que chez eux, et pour eux, c'est totalement flou comme concept, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, il y a ce qu'on t'a appris toi, transmis culturellement par rapport aux émotions, et il y a toi, ta capacité pure aussi ou développée à faire attention à tes émotions. Donc, c'est un jeu entre les deux, et je pense aussi que l'âge joue beaucoup. Tu vois, par exemple, moi, j'étais un gamin très stressé, mais je ne m'en rendais pas compte. Vraiment très stressé. Hein. Je vomissais avant les compétitions et tout. Vraiment, j'étais hyper anxieux. Pourquoi? Parce que j'étais déjà anxieux de nature et j'étais tellement un gamin qui était bon en tout que je ne supportais pas d'échouer, en fait. C'était un truc vraiment inconcevable. Je te jure, un gamin, c'était un cliché. Hein. Bon à l'école, bon en sport, bon en musique, bon partout. C'était affreux. Donc, C'est affreux et pour autant, ça a aussi un côté négatif qui est que ça t'obligeait à te mettre une pression énorme pour réussir. Absolument. C'est ça qui est affreux, en fait. C'est que du coup, tu es tellement habitué à gagner que tu ne peux même pas penser, tu vas être numéro 2. C'était pas possible. Moi, perdre un combat, c'était un truc de fou. C'était inconcevable. Être, tu vois, deuxième à l'école, c'était un truc mais impossible pour moi. C'était numéro 1 ou rien du tout, tu vois, où j'arrêtais. Mais bref. Donc, j'en ai tout, je sais plus, pour te dire que... Quoi qu'il en soit, c'est pas grave, on peut continuer là-dessus parce que ça m'intéresse. Comment est-ce que tu as justement dépolarisé cette pression que tu te mettais justement pour mieux gérer la pression. Tu vois, on parlait tout à l'heure des sportifs qui se disent si je suis pas champion olympique, ma vie est finie, tu vois. Ouais. Et quelque part, cette pression qu'ils se mettent, potentiellement, c'est ça qui va les faire échouer. Comment est-ce que tu arrives à désamorcer ça, d'une part, pour qu'ils puissent être vraiment présents le jour de la compétition, et puis après, ça nous permettra d'embrayer sur un deuxième sujet qui est comment est-ce que tu gères si ils se retrouvent deuxième. Et tu peux faire le parallèle avec toi parce qu'au final, c'est un peu ton histoire aussi. Ouais. Comment j'ai fait moi? J'ai fait comme j'ai pu et du coup j'ai fait vraiment comme ça me pensait faisable. C'est-à-dire que j'ai pris le parti sans m'en rendre compte, je crois, involontairement, de me désintéresser un peu de l'école et du sport aussi en partie et de mettre tout l'accent sur les copains. Voilà, donc j'ai fait le choix de l'école, ça ne m'intéresse plus, donc si j'ai 12 de moyenne, c'est pas grave, j'aurais plus 18. Et par contre, les copains, c'est ma priorité. Donc toi, j'ai sorti un peu, si tu veux, ma focale, tu vois, de mon objectif, enfin mon objectif même pas, de mon cadre auquel j'étais petit. Ouais, mais du coup, ça te permet pas de poursuivre la performance. Non, tout à fait. C'est revenu après. Parce que du coup, après, j'ai repris goût. Enfin, franchement, moi, j'ai un parcours scolaire pas chaotique, mais pas exemplaire. Hein. J'aurais dû arrêter l'école 3 fois. J'ai eu le bac avec 10 de moyenne, tu vois. Et au final, t'es docteur. C'est n'importe quoi. On est d'accord. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai eu la chance à la fac, à un moment donné, de trouver quand même des bons profs et surtout de trouver ce qui me plaisait, c'est-à-dire écrire, réfléchir à des problèmes, trouver une solution et avoir une logique rationnelle pure qui pour moi est hyper intuitive, tu vois. Donc ça a matché. Et donc je suis passé de très bon élève à élève moyen, quasi redoublant à élève perturbateur, à élève étudiant moyen et étudiant brillant. Tu vois, j'ai fait vraiment tous les trucs classiques en fait. Enfin, classique non, mais pour mon profil c'est classique. Mais, et donc ça a marché. Donc j'ai pris l'option donc, de ne pas penser trop à l'école et de penser à autre chose. Et aujourd'hui, je fais plus ça, même si vraiment je pense que j'ai du coup plus un esprit compétitif. J'ai un esprit plutôt artistique, donc sens j'aime, tu vois, faire des choses belles ou des choses qui ont une valeur, tu vois, ajoutée, esthétique ou culturelle, intellectuelle.
mais la compétition en elle-même ne m'intéresse pas forcément. Alors, je bosse avec des compétiteurs, du coup, c'est un peu le paradoxe, tu vois. Je sais, moi, les amener à être bons en compétition, mais moi, par nature, je peux être en compétition si c'est pour mon équipe ou, tu vois, quand on y va en collectif. Moi, seul, aucun intérêt. Non, aucun intérêt. Ça me parle pas. Ok, donc comment tu fais avec les sportifs? Déjà, je travaille ça, le rapport à l'échec, à la réussite, à la motivation. J'essaye de mettre du sens dans ce qu'ils font. Je reviens toujours à ça, c'est-à-dire d'avoir des motivations qui ne soient pas que réussir, gagner tant d'argent, tant de fans, tant de machin, mais aussi qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y trouve, en quoi ça me parle, en quoi ça m'épanouit. Parce que j'aime voyager avec les gars, parce que j'aime le terrain que je découvre, tu vois, à chaque match le samedi, parce que parce que j'aime apprendre tel truc à l'entraînement et le refaire après en match. Qu'en match, des fois, je vole sur un terrain et ça me plaît. Voilà, ça, c'est du concret. Ça, c'est des trucs vraiment intéressants, tu vois, en préparation mentale. Je fais ça. Et après, j'essaye avec eux de travailler à ce qu'on trouve l'état optimal de performance pour eux, physique et mental. Et j'essaie de mettre tous les paramètres bout à bout pour qu'ils arrivent à ça, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une stratégie vraiment très, très, très sophistiquée que je fais qu'avec les très très grands sportifs parce que ça demande une énergie, beaucoup d'argent et une intelligence aussi assez incroyable, vraiment. Donc ça, c'est mon travail que je fais qui est le plus élevé en termes de, tu vois, de compétences et d'expertise. Et comment vous gérez l'échec? Je dis vous, toi et ton champion. Je vais donner quelques exemples. J'ai assisté à la finale de Top 14 UBB Toulouse cet été. Là, j'étais au match à Marseille comme spectateur. J'avais des joueurs sur le terrain. Et en fait, j'étais là, à la fois, j'avais été un billet par un joueur, etc. J'étais en mode confort, toi. J'étais un truc assez. Tu vois, j'étais là en tant que spectateur en même temps, tu vois, pro. Donc c'était un peu entre les deux. Et j'ai vécu ce match comme une horreur. Parce qu'en fait, tout, depuis le moment où on est arrivé jusqu'à la fin, on s'est fait manger par les Toulousains, tu vois. Moi, j'étais avec des gars de Bordeaux, pardon. Et sauf que j'avais 3-4 gars sur le terrain, j'en avais pas 15. Donc, tu vois, j'avais pas la main dessus, en fait. Donc, je peux influencer ces 3-4 gars qui je travaille, mais je peux pas influencer un staff, une équipe entière, en fait. Donc, j'étais à la fois passif et à la fois acteur du truc. C'était hyper inconfortable. Et ça m'a saoulé. Parce qu'en fait, je savais que si j'avais pu travailler avec plus de joueurs, on aurait pu faire un truc meilleur. Et ça m'a frustré. Et j'aime pas trop la frustration en général. Ça m'a saoulé. Après, quand c'est avec un joueur, toi, individuellement, que je sais qu'on a fait tout pour y arriver et que ça marche pas, bah, ça marche pas. Tu vois, c'est comme ça, en fait. De toute façon, la performance et la réussite, il faut un peu de chance. Il y a une question de hasard aussi un peu. Il faut que les planètes soient alignées, il faut que le gars en face soit pas trop dopé, soit tu vois, pas trop performant. Enfin, tu vois, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas tout maîtriser. Mais quand c'est individuellement, là, je sais que, bon, du coup, je suis déçu, mais c'est comme ça. Quand, quand j'ai le sentiment qu'on n'a pas été au bout des choses, là, ça m'énerve. En effet, là, je me dis, c'est con. Vraiment, Donc là, c'est le moment d'aller faire un petit match de MMA ou de boxe pour évacuer tout ça. Ouais, parce que vraiment, ça peut me saouler. J'aime pas perdre en général, donc ça peut me saouler. Mais après, je te dis, le sport est cruel. Hein. Le sport de haut niveau pro, c'est très cruel. Des fois, tu perds des matchs alors que t'es meilleur. Des fois, tu en gagnes alors que t'es pas du tout le meilleur. Et les circonstances qu'on maîtrise pas, l'arbitrage, machin et tout. Donc ça, je l'ai appris à faire avec ça avec le temps. Tu vois. Le côté injuste, je sais faire avec ça. Je sais dealer avec. Ce qui m'est plus compliqué, c'est de dealer avec le sentiment qu'on n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire. Et ça, c'est frustrant, tu vois. Ouais, je comprends. Écoute, Anthony, on arrive à la fin de ce podcast. Je te propose de faire un petit takeaway. Est-ce que tu aurais 1, 2, 3 key points que les auditeurs pourraient emporter avec eux, appliquer dès demain dans leur quotidien et qui potentiellement leur permettraient d'être plus heureux, plus performants? Ouais, sur quel aspect tu veux? Sur ce que tu veux, c'est toi qui le choisis. Sur ce que je veux. Déjà pour moi méditer, je vous dis c'est un peu la base, ou du moins faire des activités de type méditatif, pour moi c'est la base de tout bien-être au quotidien et même de performance. Après je te dirais
de faire des choses par rapport à l'inconfort. J'y crois en ce moment de plus en plus. Donc, passer 2 jours sans chauffage à la maison, aller vivre un week-end dans les Pyrénées ou chez toi dans les Alpes, tout ça, sans aucun confort, dans une petite yourte ou une petite cabane en pierre, tu vois. Un chalet d'alpage. Voilà. Ça, c'est très sympa. Et un truc plutôt positif, pour moi, c'est de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Voilà, ce que je fais rarement pour le coup. Je suis très pudique par rapport à ça, mais je crois que ça vaut des fois autant qu'un trail, un marathon ou un truc de fou, tu vois. Juste ça. C'est vrai. Après, ceci étant, le trail peut te permettre de penser à le dire quand tu arrives. Exactement. Moi, souvent, à chaque fois que je reviens, je fais des câlins très remplis d'amour à ma femme, à ma fille. C'est toujours des moments remplis d'émotions. Merci beaucoup Anthony pour ton temps, pour cet échange et puis à bientôt. Au plaisir. Au revoir.